Coucou tout le monde, je vérifie juste la connexion, ça fonctionne. Oui, c'est bon, pas de soucis, j'espère que vous allez bien. Il y a une petite musique en fond, elle devrait pas vous casser les oreilles. Aujourd'hui, ça va être rythmé, on va parler des crypto-monnaies qui sont utiles selon moi dans le top 100. On aura un partenaire pour cette émission, il s'agit d'Act, qui est une banque en ligne, néobanque, comme vous préférez, qui fait à la fois de la crypto et du fiat, qui est réglementé en France, qui a des bureaux en France, en Irlande et en Italie. On passera un petit moment dessus. On va rester concentré dans un premier temps sur le programme de cette émission, à savoir quelles cryptos du top 100 sont utiles. C'est quelque chose que je voulais vous faire depuis longtemps. Donc ça va être quelque chose qui va se faire de manière assez spontanée. Je vais passer en revue plus ou moins tout le top 100, donner mon avis, le pourquoi du comment. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi c'est Capet, je suis dans les cryptos depuis 7 ans maintenant. J'ai investi d'abord sur Bitcoin puis dans plein d'altcoins. Je suis ce qu'on appelle un altcoiner ou un shitcoiner, donc j'aime beaucoup m'intéresser à tout ce qui se fait sur le marché des crypto-monnaies, et le but c'est de vous donner un avis qui a forcément un biais vis-à-vis des altcoins, mais un avis vraiment global sur le marché. J'aime à peu près toutes les cryptos, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou autre. Voilà. Yola Team, faut taper dans le top 200. Aujourd'hui on fera le top 100, et puis après on ira un petit peu plus au fond dans le top. Je pense que déjà le temps d'une émission ça va bien nous occuper, le top 100. J'ai préparé ma petite bouteille de cristalline. Donc ça va bien se passer. Je laisse le temps au chat rapidement d'arriver en attaque. Si jamais vous écoutez ça sur YouTube, je vous mettrai probablement un timestamp dans la description avec toutes les informations utiles. Et tout ce qu'on aura retenu, je vais le noter également dans un document. Donc le but c'est qu'on apprenne des choses ensemble et qu'on passe un bon moment. J'ai envoyé un message dans le channel gaming pour le tournoi. Je m'en occupe Draki après cette émission. Il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. GG pour le body, ça change un homme, c'est très agréable de lire ce genre de choses. Écoutez, c'est parti. Bah écoutez, on va commencer par le top 1 déjà, hein, Bitcoin. Prendre le temps de discuter de Bitcoin. Bitcoin, pourquoi c'est utile? Bitcoin, c'est un équivalent du cash au format numérique. La solution qui a été proposée grâce à Bitcoin, c'est de pouvoir posséder sa monnaie au format numérique. En fait, de base, quand vous utilisez un outil informatique, vous pouvez copier des données, vous pouvez copier des fichiers. Donc en fait, il n'y a pas de concept de rareté et vous ne possédez rien. Là, l'avantage avec Bitcoin, c'est que vous possédez votre monnaie dans le sens où tout le monde peut vérifier qui détient combien, personne ne peut tricher. Et ça apporte beaucoup de valeur dans le sens où, si vous voulez, quand vous avez de l'argent liquide, donc quand vous avez des pièces ou des billets, c'est quelque chose que vous pouvez toucher, que vous pouvez prouver. Dès que ça passe au format numérique, bah, vous passez par un intermédiaire qui est généralement votre banque ou une banque en ligne type PayPal, Skrill, etc. Et à ce moment-là, en fait, vous louez le droit d'utiliser de la monnaie d'une certaine façon. Vous ne possédez plus rien. En cas de clôture de votre compte, bah, vous allez devoir vous expliquer avec l'intermédiaire. Il n'y a pas ce type de problématique-là sur le Bitcoin. Vous êtes en totale possession de votre monnaie. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de réticence vis-à-vis des crypto-monnaies. Et en fait, bah, si tu dois expliquer Bitcoin et les crypto-monnaies à quelqu'un, l'avantage, c'est quoi? C'est d'être en possession, de profiter à la fois d'une monnaie et d'un réseau de paiement grâce à ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique, c'est-à-dire une clé privée et une clé publique. La clé privée, c'est ton espèce de mot de passe qui te permet d'accéder au fonds. Ta clé publique, c'est ce qui te permet en fait de dire à tes proches, eh bien voici mon adresse, envoie-moi l'argent. Comme avec PayPal, tu donnes ton email, et bien avec Bitcoin, tu donnes ta clé publique. Voilà. Donc ça, c'est la base. Donc l'intérêt de Bitcoin, c'est de proposer une monnaie que tu possèdes, qui n'est pas émise par une banque centrale. Ça, tout le monde l'a plus ou moins compris. Et l'intérêt, tu ne le vois pas forcément en tant que Français ou personne de l'Occident, mais le jour où tu te fais bloquer tes comptes parce que t'es pas de la bonne confection religieuse ou que t'es pas né dans le bon pays, imaginons t'es russe, etc. Ah, ça te parle tout de suite beaucoup plus. Donc voilà pour Bitcoin. Je me permets du coup de simplement vous mettre Coin Academy, ma formation sur le sujet. Le bug n'a pas tort quand il dit que le risque de hack-vol est monstrueux pour un système. C'est vrai, c'est vrai. Après, tu as des solutions quand même hein, pour pouvoir sécuriser tes fonds jusqu'à preuve du contraire. Des cryptos qui sont protégés sur un hardware wallet type Ledger, ça se passe bien, tu vois. Donc c'est un problème, c'est un vrai problème, c'est ce qui crée de la réticence chez beaucoup de gens, les piratages, et ça, voilà, dans l'utilité des crypto-monnaies, ce serait bien qu'on fasse une crypto-monnaie où on met en place des mécanismes où
Tu as besoin de faire confiance sans trop faire confiance, dans le sens où si t'arrive quelque chose, tu puisses récupérer les fonds, mais qu'il n'y ait pas la possibilité pour qui que ce soit de mettre en place une fraude pour essayer de te voler tes fonds en fait. Ça c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui bossent sur ça pour Ethereum, mais c'est pas encore parfaitement en place. Bref, je vous mets la formation Bitcoin ici. Je vais mettre la même chose pour Ethereum. La formation Bitcoin, c'est moi qui l'ai écrite. Voilà, si jamais. Donc qu'est-ce que Bitcoin, comment ça fonctionne, comment l'utiliser, etc. Donc si vraiment vous êtes un newbie et que vous voulez commencer à apprendre, c'est là que ça se passe. Ça a été écrit avec amour par moi-même, avec des exemples, comme par exemple au Liban, les banques qui empêchaient les gens de retirer leur argent. La formation est totalement gratuite, bien entendu. La formation est totalement gratuite. Et c'est la même chose pour la partie Ethereum. Juste ici. Cette fois, c'est pas moi qui l'ai écrite, je l'ai supervisé, je l'ai fait écrire par quelqu'un, c'est moi qui ai donné les grandes lignes, je l'ai supervisé, je l'ai relu, je l'ai complété. Et ça aussi c'est gratuit. Et on va y venir tout de suite à Ethereum, donc deuxième crypto-monnaie du top 100. L'intérêt c'est quoi? L'intérêt de la crypto-monnaie Ethereum, c'était à la base de proposer un Bitcoin beaucoup plus complexe, parce que au tout début, dans la tête de son créateur, Ethereum n'était pas une blockchain à part entière, ou une crypto-monnaie à part entière, ça devait être une mise à jour de Bitcoin. Proposer en fait de la monnaie beaucoup plus programmable, au même titre que quand on traite de la monnaie électronique chez une banque, chez PayPal, etc. Il y a plein de fonctions dans la monnaie. On peut faire des paiements récurrents. Belle initiative, Picsou, dans le chat. On peut faire des paiements récurrents, ce genre de choses. Bitcoin ne permettait pas ça. Aujourd'hui, on peut, avec du bricolage, faire ça. Ethereum permet de beaucoup plus programmer la monnaie, programmer les paiements, faire des actions beaucoup plus complexes. Et l'intérêt, c'était ça pour pousser des initiatives comme la finance décentralisée. Donc, il y a ce côté monétaire, côté Ethereum, mais ça dépasse aussi la monnaie. On peut très bien faire tourner ce qu'on appelle des applications décentralisées, c'est-à-dire des applications qui sont gérées par tous les ordinateurs qui font fonctionner le réseau Ethereum. J'ai pas pris le temps de parler du concept de mining pour Bitcoin, mais j'en parle dans la formation notamment. Je vous explique le concept du mining, à quoi ça sert, mais aussi comment miner pour ceux que ça intéresse. Ce concept de mining est déporté du côté d'Ethereum, mais va encore plus loin, c'est-à-dire que dans le cas de Bitcoin, tu mines pour récupérer du Bitcoin et sécuriser le réseau. Dans le cas d'Ethereum, tu mines dans le but de faire fonctionner ces applications décentralisées aussi. En fait, plus une application va être complexe, plus elle va consommer des ressources sur les différents ordinateurs du réseau, et donc plus ça va coûter cher d'exécuter cette application. Donc c'est pour ça en fait que au final Ethereum est devenu une crypto-monnaie à part entière. Je me permets donc de mettre ça dans le chat et ici, voilà. Ce document, je vous le laisse en description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. Je vous le laisse aussi dans le chat pour le live Twitch. Ouais, je reviens à mes explications. Ethereum, en fait, c'est quelque chose qui dépasse tellement la monnaie, au final, que ça faisait pas sens d'intégrer cette logique dans Bitcoin. C'est pour ça que c'est devenu une blockchain à part entière et que c'est devenu un projet beaucoup plus complexe. Donc, en fait, quand vous voyez un petit peu les guerres entre les pro-Bitcoin et les autres, en fait, les gens qui sont pro-Bitcoin, ils sont concernés par la question de la monnaie. Ils ne sont pas concernés par tout ce qu'ils vont considérer comme gadget, c'est-à-dire la programmation de la monnaie, l'ordinateur décentralisé, etc. Tandis qu'Ethereum sert à tout faire. Et donc, c'est un débat qui va sans fin. C'est comme, par exemple, quand tu utilises un logiciel sur ton ordinateur, tu vas avoir un logiciel qui va te permettre de prendre des notes, un logiciel qui va te servir à faire des calculs, etc. Tu n'as pas un logiciel qui fait tout et n'importe quoi, souvent. Ou alors ça devient une machine à gaz et à ce moment-là, tu perds en performance, ça crée des failles de sécurité, etc. Et la sécurité, c'est une notion qui est quand même importante en crypto-monnaie. Donc voilà, c'est deux projets qu'il faut dissocier. Donc est-ce que Bitcoin c'est utile dans le cadre de la monnaie? Oui. Est-ce qu'Ethereum c'est utile? Moi je considère que oui, parce que cette logique d'application décentralisée, elle a du sens dans le sens où eh bien, on peut peut-être proposer des applications qui ne sont pas censurables, comme des places de marché, par exemple, où les gens sont libres d'échanger ce qu'ils veulent. Et c'est là où Ethereum rentre en jeu. Des cas d'usage pour Ethereum, il y en a plein, bien entendu. Tu peux proposer des paris sportifs de manière décentralisée, où chacun va parier pour l'équipe de son choix, et c'est pas une bourse au centre qui va décider qui gagne et qui ne gagne pas. Ça va être un smart contract. Tu peux faire plein de choses comme ça. Voilà, j'ai pris le temps d'expliquer Bitcoin et Ethereum parce qu'en fait, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont dérivées de Bitcoin ou d'Ethereum et c'est là où on va se poser la question justement, est-ce que c'est vraiment utile ou pas?
Pierrot Levray dans le chat, si tu peux faire la partie à Avalanche avec Gourou ou quelqu'un qui s'y connaît bien, alors ça va pas se passer aujourd'hui, mais on prendra le temps de parler d'Avalanche avec quelqu'un qui a un biais positif par rapport à Avalanche, effectivement, parce que je sais que l'ami Abdel a un biais qui est pas forcément positif par rapport à Avalanche, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas honnête. Ça, c'est important de comprendre que tout le monde ne partage pas la même vision. Il y en a qui considèrent que tout ce qui n'est pas Bitcoin, c'est de la merde, et c'est pas pour autant que c'est de la malhonnêteté. C'est qu'ils sont en mode, bah en fait, c'est bien Ethereum, mais la monnaie, c'est beaucoup trop important aujourd'hui, donc juste concentrons-nous sur Bitcoin. Et ça, c'est ce qui se passe dans la bouche de beaucoup de Bitcoin maximalistes, et c'est un discours qu'il faut entendre et qu'il faut comprendre. On va passer maintenant au top 3, Tether, qui est ce qu'on appelle un stablecoin. Je vais zoomer un coup d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est un stablecoin? C'est une monnaie stable. Donc, on a tendance à penser qu'un stablecoin, c'est une représentation sur la blockchain d'une monnaie type euro, dollar, etc. Mais dans la définition même, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste que, au final, bah, c'est le dollar, encore une fois, qui domine sur la blockchain. Mais on pourrait très bien créer des monnaies qu'on va rendre stables par des algorithmes ou par je ne sais quel mécanisme de diverses façons. Bref. Pour en venir à Tether, et là en l'occurrence l'USDT, c'est une représentation numérique du dollar sur la blockchain qui est émise sur différentes blockchains. Quand on va sur le site de Tether, normalement, quand on va dans Transparency, qui est dans le footer du site, on peut voir justement sur quelle blockchain est émis le Tether. On peut voir notamment qu'on en a une grosse partie qui est émise sur Tron. On a 43 milliards de dollars de Tether sur Tron. On en a presque 40 milliards sur Ethereum. Ensuite, en troisième position, c'est Solana. Et après, il y a plein de petites blockchains qui hébergent quelques dizaines de millions de dollars de Tether. On a Omni qui a un layer 2, enfin qui est une surcouche de Bitcoin. Voilà. Je pense que les Tether sur Omni sont voués à disparaître d'ailleurs pour d'autres protocoles, peut-être plus en place pour Bitcoin. Mais bref, voilà. On en voit sur Avalanche, Tezos, Cosmos, Liquid, etc. Le but d'avoir cette monnaie sur toutes les blockchains, c'est de pouvoir proposer justement du dollar nativement sur différentes blockchains, notamment pour les applications décentralisées. Et bonsoir à ceux qui arrivent dans le chat. Je fais un peu cours magistral, mais si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Alors, est-ce que c'est utile du coup? Oui, c'est utile parce que ça permet d'avoir une monnaie stable sur la blockchain pour effectuer des paiements, mais aussi pour se protéger de la volatilité quand on s'amuse à faire des investissements ou du trading, donc faire des achats et des ventes sur des plus petites périodes de temps, et ben ça va permettre de se protéger tout simplement de la volatilité. Par contre, là où il faut bien comprendre, c'est que c'est du dollar et c'est centralisé. Donc au final, on s'éloigne quand même beaucoup de l'idéologie crypto. On pourrait très bien proposer une monnaie stable qui n'est ni un euro ni un dollar. Maintenant, il faut arriver à le faire fonctionner. Il faut arriver à créer de la confiance pour que ça tienne. Qu'est-ce qui fait que Tether, ça tient? C'est que les gens le connaissent depuis longtemps, que ça ne s'est jamais cassé la figure, et qu'on nous promet que derrière tous les dollars sur la blockchain qui sont émis, il y a des vrais dollars qui sont dans des coffres, dans différentes banques à travers le monde, principalement, je crois, à Singapour et à Hong Kong. Bref. Moi, j'insiste vraiment, j'espère voir des stablecoins concurrents, pas forcément adossés au dollar, dans le futur. Qu'est-ce qui influe sur le baisse et l'augmentation des monnaies? Bah, tout simplement, la volonté des gens d'acheter et de vendre. C'est-à-dire que s'il y a une grosse volonté d'acheter, et que cette volonté est plus forte que celle de vendre, généralement, le prix va monter. Parce que les gens sont prêts à payer plus cher pour pouvoir acheter de cette monnaie. Et à l'inverse, si les gens ne veulent plus entendre parler de cette monnaie parce que ils sentent que ça va perdre de la valeur, voire que ça va aller à zéro, ils vont se débarrasser de cette monnaie, tout simplement. Donc le but, c'est d'avoir une monnaie qui crée suffisamment le désir pour qu'on puisse l'acheter et la garder, parce que la garder, ça veut dire ne pas la vendre. Voilà, j'espère avoir été assez clair à ce niveau-là. Tu peux nous parler du Layer 2 Eclipse? Non, ici on reste dans le top 100 aujourd'hui. Un vrai stable euro se fait attendre. Il y en a de plus en plus. C'est juste que les capitalisations sont beaucoup plus maigres. Si tu marques stablecoin Eurolist sur Google, tu peux aller par exemple sur CoinGecko qui va en lister quelques-unes. On va avoir l'euro de Tether où tu en as 200 millions au total. Tu vas avoir le Stasis euro. Donc là, pareil, 130 millions. Et après, tu as des beaucoup plus petite capitalisation. Moi, très récemment, j'ai utilisé le Monerium Euro.
D'ailleurs, on connaît même pas la capitalisation ici, qui est l'euro émis par Monerium, qui est une entreprise qui est sympa, qui est réglementée en Islande, qui te permet de faire du crypto to fiat. Voilà, moi je l'ai utilisé pour mon compte pro, pour mon entreprise au Luxembourg. Justement, le partenaire de cette émission, c'est Act, et je voulais l'utiliser Act en tant que compte pro, mais malheureusement, il ne propose pas Luxembourg, il propose pour le moment la France, l'Irlande et l'Italie. Donc voilà, c'est bien d'avoir un petit peu de concurrence aussi. On reprend. Donc le Tether, c'est utile, oui, pour se protéger de la volatilité. Maintenant, on va parler d'un cas très spécifique qui fait débat, c'est le BNB. Alors, le BNB, c'est une crypto-monnaie initialement émise de manière, je vais le dire, hein, totalement centralisée par la bourse d'échange Binance, qui est une bourse qui n'a pas vraiment de pays d'origine, hein, finalement. Hein. C'est un entrepreneur d'origine chinoise qui a grandi au Canada, qui a émis ça avec beaucoup d'employés à travers le monde, mais quand même beaucoup d'employés chinois, il faut le dire, même encore aujourd'hui. On a rajouté des utilités en proposant d'abord une blockchain qui n'était pas compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, puis une seconde blockchain qui l'est devenue, qu'on connaît bien, qui s'appelle la Binance Smart Chain ou la BNB Chain maintenant. Et donc, c'est une crypto-monnaie adossée à une blockchain qui est quand même assez centralisée, aussi bien sur la validation de ces blocs que dans la façon dont c'est géré. Il y a des initiatives d'applications décentralisées sur la BNB Chain, c'est vrai, mais la façon dont est gérée la BNB Chain, c'est pas un modèle de décentralisation. Maintenant, est-ce que c'est utile? Alors, est-ce que ça a été utile, le BNB? Absolument, puisque pendant le bull run de 2021, on était bien content d'avoir une alternative à Ethereum pas chère pour faire de la finance décentralisée. On a été content d'avoir une alternative à Uniswap qui s'appelait PancakeSwap, qui s'appelle toujours PancakeSwap, mais qui a moins de succès aujourd'hui, qui permettait de faire les choses de manière moins chère. Mais on sacrifie la décentralisation et donc l'idéologie crypto au profit de quelque chose de moins cher. Ça a été un petit patchwork pendant le bull run. Mais aujourd'hui, avec les Layer 2, c'est un problème qui est en train de se régler. Donc, je ne vais pas vous faire un conseil en investissement ici. La question, c'est est-ce que c'est utile? Aujourd'hui, c'est utile si vous aimez la bourse Binance. Est-ce que ça a sa place en tant que crypto-monnaie? C'est une question que je vais laisser ouverte, parce que des fois, ça ressemble plus à de l'actionnariat derrière Binance. Mais si on dit ça, et si c'est vraiment décrété comme de l'actionnariat Binance, alors c'est une security, et alors ça va sentir le roussi pour Binance et pour les investisseurs du BNB. Voilà. L'utilité, je ne vais pas mettre une note, mais la question reste ouverte. Ensuite, on va passer au XRP. Alors l'XRP, c'est un peu la même chose, mais avec beaucoup plus d'historique. Je crois que le Ripple, enfin le XRP est une crypto-monnaie qui existe depuis 2012. L'idée, c'était de proposer justement un concurrent de Bitcoin beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher qui vient copiner avec les banques en tant qu'intermédiaire des échanges, c'est-à-dire que tu te sers du réseau Ripple pour échanger différentes monnaies, des euros, des dollars, etc., comme tu le fais dans le système bancaire traditionnel, mais tu profites des avantages de la blockchain pour que ça se fasse très rapidement, pas cher. Là aussi, on se détache de l'idéologie des crypto-monnaies de départ, mais il faut savoir que il se passait beaucoup d'épisodes depuis la création du XRP. On y viendra après, il y a eu un fork qui s'appelle le XLM, le Stellar Lumen, déjà d'une part, et un des cofondateurs de XRP s'est cassé dans une autre équipe. L'entreprise Ripple derrière le XRP a été attaquée par le régulateur américain, la SEC, et ils ont cherché à décentraliser le projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as une initiative qui s'appelle le XRP Ledger, qui est justement un registre distribué, décentralisé, où tu vas utiliser le XRP pour pouvoir développer des applications décentralisées, etc. Un peu comme Ethereum. Je ne sais pas à quel point c'est décentralisé, mais le Ripple tend à se décentraliser. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le Ripple tend à se décentraliser. Maintenant, c'est au régulateur de définir si c'est suffisamment décentralisé ou pas en l'état. Et pour ce qui est de l'émission des jetons, en revanche, il y a eu un total pré-mint, c'est-à-dire que l'intégralité des jetons XRP ont été créés, mintés par l'entreprise Ripple, et c'est ensuite l'entreprise Ripple qui l'a mis en vente sur les différents marchés. Donc on n'a pas miné la monnaie XRP, contrairement à du Ethereum, etc. par exemple. Donc là aussi, il y a eu un point de centralisation au niveau de l'émission des jetons.
Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé, j'ai pas regardé le chat. Laissez-moi regarder tout ce que vous m'avez dit. Pourquoi une monnaie peut intéresser une personne plus qu'une autre? Qu'est-ce qui joue? Le désir. Par exemple, tu veux de l'euro parce que tu en as absolument besoin pour tout payer quand tu es dans le circuit européen. Tu veux du dollar parce que tu en as besoin pour payer en Amérique. Et parce que c'est une monnaie qui est acceptée plus ou moins partout. Donc en fait, qu'est-ce qui va te faire désirer une monnaie? C'est son effet de réseau, c'est son utilité, c'est son côté pratique. Et donc, un État va certifier la monnaie en te disant, bon bah voilà, cette monnaie, elle a de l'histoire, elle est backée par des États, etc. Et du coup, bon bah, les biais sont différents en fonction des monnaies. Moi, par exemple, je vais aimer les crypto-monnaies parce que j'aime pas les censures qui sont appliquées sur les monnaies. J'aime pas le fait que je sois espionné par le système bancaire et que je me sente espionné par les banques centrales et par les gouvernements. Mais voilà, ça, c'est mon biais un peu paranoïaque. Je pense que le futur se place dans les crypto-monnaies. Et je pense que l'argent liquide va mourir. Mais il y a des gens qui vont penser différemment. Donc c'est pour ça que tu as une espèce de guerre, un espèce de marchandage constant entre les différentes monnaies en fonction des tendances. Tu vois, c'est pour ça que tu as des moments où les crypto-monnaies, ça monte très fort parce que tout le monde d'un coup se dit mais en fait c'est le futur, etc. Et puis dès que ça se met à chuter d'un coup, les gens changent d'avis, ils se disent bah en fait finalement les crypto-monnaies c'était peut-être du grand n'importe quoi. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a vraiment une tendance et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et après, je reviens sur mon top 100. C'est que, tu vois, si les États faisaient passer plein de lois pour autoriser toutes ces monnaies et proposer des initiatives pour que toutes ces monnaies soient acceptées dans le commerce, ces monnaies, on les verrait partout et les gens manipuleraient du Bitcoin, de l'Ether et d'autres crypto-monnaies tranquilles comme ils ont l'habitude de le faire avec leurs euros et leurs dollars. C'est juste que d'abord, il y a eu un blocus et de la propagande pour dire que les crypto-monnaies, ça sert au blanchiment, à la fraude, au financement du terrorisme, etc., etc. Sauf que les gens ont tenu et ont dit, je suis pas d'accord en fait. Factuellement, c'est pas vrai et je pense que ces crypto-monnaies, elles ont le don d'exister. Et c'est là où... Et ça pollue, exact. Et c'est là où les choses vont mettre du temps. Mais plus il va y avoir d'acceptation, de réglementation, d'usage, plus ça va devenir évident, et par effet boule de neige, de plus en plus de gens vont vouloir en acheter, etc. En tout cas, c'est ce que je pense, et c'est ce que les gens qui sont intéressés par les cryptos pensent. Factuellement, c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire, parce que les capitalisations, elles augmentent à travers le temps. Oui, ça monte et ça descend, mais si tu prends du recul, ça monte. C'est ce que tu peux voir ici. S'il y a toujours la capitalisation... Oui. Tu peux voir l'évolution de la capitalisation dans le temps. Tu vois, depuis 2017, ça a quand même bien évolué. Ça a chuté depuis, mais on reste quand même nettement au-dessus du crash de 2020. Et encore largement au-dessus de 2017, etc. etc. Ensuite, on continue, parce qu'il faut enchaîner là. Bon, on a parlé du Tether, l'USDC, c'est un concurrent du Tether en guise de stablecoin backé par des dollars américains, qui vont beaucoup plus dans le sens de la réglementation. Donc j'ai envie de dire que l'USDC est plus safe que le Tether. Voilà, si je devais choisir. Mais c'est pas pour autant qu'il est intouchable. Dommage que tu ne parles pas du burn de ces cryptos. Pour le moment, j'ai pas vraiment de quasi-usage à proposer. Et le burn, c'est qu'une mécanique qui n'a pas beaucoup d'importance à mon sens. Voilà. Je regarde un petit peu. Si c'est quand même vrai, le gendarme en surfing l'a répété une fois de plus, c'est tout le potentiel qui est frais. J'aimerais tellement que ces gens-là nous expliquent quel est l'intérêt d'utiliser un truc qui est traçable de bout en bout pour faire des activités illégales. La monnaie numérique de banque, elle est traçable et ça n'empêche pas des gens de faire des montages bancaires extrêmement complexes pour faire de la fraude, tu vois. Maintenant, un fraudeur, il va trouver des solutions pour essayer de frauder et de bypasser l'impôt ou l'État, de manière générale, tu vois. Je suis en retard, t'inquiète pas, il y aura une rediffusion sur ma chaîne. Bref, ensuite le Cardano. Alors Cardano, rapide cours d'histoire. Le Cardano, l'idée c'est quoi? C'est de faire un concurrent d'Ethereum, hein, ni plus ni moins. Le fondateur du Cardano était un des co-créateurs d'Ethereum, en tout cas il était là au début d'Ethereum, et c'était quelqu'un qui s'autoproclamait CEO d'Ethereum, ce qui a énormément énervé les autres personnes qui étaient derrière le projet Ethereum. Au final, il s'est fait dégager
plus ou moins comme un malpropre, il a pris la mouche, il a créé son projet Cardano. Donc Cardano, c'est un concurrent d'Ethereum qui reprend des idées d'Ethereum et des idées de Bitcoin, notamment sur la gestion des transactions. C'est un modèle qu'on dit UTXO, Unspent Transaction Output, contrairement à Ethereum où c'est un modèle account-based. Ça, c'est des notions que je ne vais pas détailler dans ce live, mais c'est juste la façon dont sont gérées les transactions sont un petit peu différentes. On les explique sur Coin Academy normalement. Bref, en proposant un modèle UTXO, apparemment ça rajoute de la complexité pour les smart contracts. C'est pour ça que jusqu'à présent on a vu très peu d'usage de smart contracts sur Cardano, contrairement à Ethereum. Et l'argument de vente de Cardano, c'est de dire, eh bien nous, si on veut qu'il y ait une adoption massive de Cardano et des cryptos de manière générale, il faut faire venir des développeurs qui ne viennent pas des cryptos. Donc, leur permettre d'utiliser des langages de programmation qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Parce que oui, dans le cas d'Ethereum, tu as un langage de programmation spécifique qui s'appelle le Solidity, qui est un langage qui est très proche du JavaScript, un langage que tout le monde connaît. Dans le cas de Cardano, justement, on veut leur dire, bon bah voilà, fais du Rust, fais du C, fais du machin. Des langages que tu connais, ça va te faciliter les développements. Ça, c'est la promesse. Dans les faits, on voit très peu d'usage. Pour autant, normalement, ça build. Je pense qu'il y a des gens très sérieux chez Cardano. Moi, j'ai un peu de mal avec cette crypto-monnaie. Mais moi, je suis français. Je sais qu'il y a beaucoup plus de hype du côté américain, notamment sur Cardano. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont tous nous clouer le bec. Il va se passer des choses dessus. C'est juste que depuis la promesse de départ au lancement, coucou Linfray, ça me fait plaisir que tu sois là, bah, ça n'a pas beaucoup bougé, en fait, Cardano. Depuis le début. Donc on commence à dire, bon frérot, c'est bien ta vision, ta promesse, mais il va falloir s'activer. Et la réponse, à chaque fois, c'est, nous on prend notre temps, on fait pas la course parce qu'on veut que tout se passe bien. Et le miracle, c'est que Cardano est toujours 7e en termes de capitalisation, malgré le fait qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ensuite, je vais prendre, dans le top 100, Dogecoin et Litecoin parce qu'ils se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, donc, j'ai pas dit l'utilité de Cardano. La question reste ouverte. Ça peut devenir utile. En tout cas, c'est aussi légitime qu'un Ethereum d'exister si on fait abstraction de qui l'a créé et pourquoi. Voilà. Litecoin et Dogecoin. Pourquoi ils se ressemblent beaucoup? Alors, laissez-moi boire un petit coup. Litecoin, c'est ce qu'on appelle un fork de Bitcoin, c'est-à-dire que c'est basé littéralement sur le code de Bitcoin avec quelques ajustements. Il y a 2 ajustements, principalement. Le premier, c'est que les blocs se minent 4 fois plus vite et il y a 4 fois plus de masse monétaire, c'est-à-dire que Bitcoin, il y en aura 21 millions au total, et bien Litecoin, il y en aura 84 millions. 21 x 4, 84. Voilà, c'est simple, je pense que vous me suivez jusque-là. Pareil, sur Bitcoin, un bloc de la blockchain est créé toutes les 10 minutes. Sur Litecoin, un bloc de la blockchain est créé toutes les 2 minutes 30. 4 fois 2 minutes 30, ça fait 10 minutes. Jusque-là, vous me suivez. Bon, l'intérêt, c'était de faire un Bitcoin plus rapide. Donc, bon, ça a été créé à une époque où tout le monde s'amusait à créer des copies de Bitcoin avec des ajustements. Ça, c'est une copie qui n'est pas morte, tout simplement parce que son créateur a bossé chez Coinbase et a réussi à faire lister le Litecoin sur Coinbase. Il y a aussi des histoires comme quoi il y aurait eu du wash trading sur Coinbase de Litecoin, c'est-à-dire qu'ils ont créé du volume de transactions artificielles pour créer de l'engouement artificiel sur le Litecoin, et c'est pour ça qu'il a survécu jusque-là. Bon. Ensuite, le Litecoin a eu une utilité qui a été de servir un petit peu de crash test en prod pour les développements de Bitcoin, c'est-à-dire au lieu d'ajouter des mises à jour sur Bitcoin et de constater sur le tas si ça fonctionne bien ou pas, ces mises à jour, on les a d'abord intégrées à Litecoin, on a constaté sur le tas si ça partait en sucette ou pas, et ensuite on les a intégrées à Bitcoin. Plusieurs exemples, Segwit. Segwit a été intégré courant 2017 sur Litecoin et a été intégré en août 2017 sur Bitcoin. Et ensuite, le réseau Lightning Network, le fameux layer 2 de Bitcoin, a d'abord été intégré sur Litecoin et ensuite sur Bitcoin. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Je crois qu'on a eu l'intégration du protocole Mimblewimble, qui est un protocole qui rajoute de la vie privée, de la confidentialité sur Litecoin. Ça n'a pas été déporté sur Bitcoin. Mais voilà, il ne se passe pas grand-chose sur Litecoin. Donc aujourd'hui, l'utilité de Litecoin, j'en doute pas mal. Et justement, quitte à faire une copie de Bitcoin plus rapide, j'aurais tendance à dire que Dogecoin remplit mieux cette fonction. Pourquoi? Parce qu'en fait, un Dogecoin, c'est un Litecoin encore plus rapide.
Au lieu d'avoir des blocs qui se minent toutes les 2 minutes 30, on a des blocs qui se minent toutes les minutes de mémoire. Une masse monétaire encore un petit peu supérieure. À la base, c'est une blague. Et c'est une blague qui est restée. Donc, comme c'est une blague qui est restée, il y a des gens qui se sont un petit peu appropriés la blague. On connaît l'histoire avec Elon Musk. Et voilà, donc utilité du Dogecoin, bah quasiment de zéro, si ce n'est que il a une valeur faciale très basse, donc en fait on a le sentiment que c'est une monnaie qui est pas chère, on peut en acheter plein. Ça fait rigoler, donc t'as des gens qui achètent la blague, et c'est de la pure spéculation en mode casino, en mode moi je crois à la blague et je pense que ça va prendre de la valeur. Ça a le don d'exister. Maintenant, d'un point de vue purement fondamental, est-ce que c'est utile? Pas vraiment, à mon sens. Voilà. Mais comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement utile, des fois, pour prendre des places sur ce marché. Ensuite, on a Solana. Alors, Solana, c'est un grand concurrent d'Ethereum. L'idée, c'est de proposer un ordinateur décentralisé avec une façon de fonctionner un tout petit peu différente, de sorte à ce que ça aille beaucoup plus vite. En gros, quelle est la grosse différence avec Ethereum pour Solana? Bon, déjà, il est sorti il y a beaucoup moins de temps. Ethereum est sorti en 2014-2015. Solana est sorti en 2020. Et pour pouvoir faire tourner des nœuds pour valider les blocs sur Solana, il faut du hardware assez cher. C'est un budget, contrairement à Ethereum. Même si, bon, aujourd'hui, monter un nœud Ethereum avec 32 Ethers, c'est aussi énormément de budget. Donc, au final, l'argument de vente s'annule. Le nombre de validateurs est de l'ordre de 3000, je crois, sur Solana. Donc, on ne peut pas dire que c'est un réseau décentralisé, que c'est un réseau centralisé du point de vue de la validation. Si tu vas sur Solana FM, moi, je considère que Solana, c'est pas Bitcoin en termes de décentralisation. Merde, je vais aller sur Solana Beach plutôt. Mais c'est pas non plus un réseau centralisé. C'est malhonnête de dire aujourd'hui que c'est un réseau centralisé. Alors, est-ce que je vais trouver le bloc Explorer là-dedans? Non. Parce que là, on est en train de me proposer des hôtels. Voilà, Solana Beach. Est-ce que je vais avoir l'information ici? ePoche, machin, j'ai les TPS, validator. Voilà. Bon, lui, il m'annonce 2000 validateurs. Et il me semble qu'il y en a plus que ça. Il ne doit pas tous les référencer. Bref, donc au final, pour en revenir à Solana, je peux en parler des heures, mais c'est un Ethereum en beaucoup plus rapide, un peu moins décentralisé sur la partie validation de blocs, parce que si tu vas sur Beacon Chain, voilà, on peut voir le nombre de validateurs ici sur Ethereum. Voilà, on est sur plus de 800 000 validateurs sur Ethereum contre, on voyait entre 2000 et 3000 validateurs sur Solana. Ça n'a absolument rien à voir. Après, on peut parler de nœuds, non pas validateurs, mais de nœuds tout court qui s'assurent de garder une preuve de la blockchain, etc. Là, c'est pareil. La blockchain Ethereum, blockchain size, est de l'ordre de, on va le savoir tout de suite. La blockchain Ethereum pèse 1,2 Tera, si j'ai bien compris. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est... Non, c'est pas la bonne information, là. Ethereum blockchain, est-ce que je vais l'avoir? Pour moi, je pense qu'on est à un demi-Tera. J'arrive pas à trouver l'information là, mais voilà. Gardez en tête qu'Ethereum, c'est un demi-Tera. La blockchain Solana pèse plus de 10 Tera. Donc là, c'est pareil. Si tu veux garder une copie conforme de toute la blockchain, c'est-à-dire tout l'historique de toutes les transactions, de tous les comptes, etc., ça devient beaucoup plus compliqué dans le cas de Solana. Donc là aussi, c'est plus chiant en termes de décentralisation parce que tout le monde ne peut pas s'offrir du matériel pour pouvoir avoir une copie de la blockchain Solana. En termes de répartition du supply de jetons, on sait que Ethereum, il y a eu à peu près 10% de la masse monétaire initiale, je crois que c'est 10%, je ne vais pas dire de bêtises, qui a été prémine par la fondation Ethereum. Tout le reste, c'est dans les mains de la communauté. Dans le cas de Solana, il y a quand même une bonne partie du supply de jetons qui a été dispersé entre les investisseurs de départ. Si tu tapes Solana centralisé sur Google, si on a bien travaillé, voilà, tu as l'article de Coin Academy que je vous laisse en description. Voilà, Solana. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on apprend dans cet article? Bah, c'est surtout
on voit un peu la répartition du supply de jetons. On voit qu'Ethereum, voilà, la fondation s'est gardée 5%. Je disais 10, mais c'est 5, je m'en souvenais même plus de tête. Par contre, dans le cas de Solana, on en a 13 pour la fondation, 48% pour des investisseurs privés, bref. Le supply de jetons est beaucoup plus concentré. Et pourquoi c'est dérangeant? Parce qu'en fait, à partir du moment où tu es validateur de blocs dans un système de preuve d'enjeu, donc proof of stake, eh bien, plus tu as de jetons, plus tu as de pouvoir de validation de blocs. Donc, bah là, encore une fois, sur la gouvernance, sur la blockchain, tu as de la centralisation aussi. Et c'est ça qui dérange avec Solana. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour décentraliser le projet, mais pour quelqu'un qui est pro-Ethereum ou pro-Bitcoin, ça passe pas. Donc, moi, j'aime beaucoup Solana pour ce qui a été apporté, c'est-à-dire proposer un concurrent d'Ethereum qui fait pas la même chose qu'Ethereum en changeant des réglages, mais qui, à l'inverse, bah, propose plein de choses différentes. Un autre avantage que j'aime chez Solana, c'est que le langage principal, c'est le Rust, un langage qui est beaucoup plus performant et beaucoup plus sécurisé que le langage Solidity, ça faut le savoir. Donc, il a le mérite d'exister, le Solana, malgré les critiques. Ensuite, le Tron. Alors, le Tron, l'histoire est assez rigolote. Le Tron, c'est... Je suis à combien de temps de live? Je suis déjà à 40 minutes. Putain, il va être long ce live. Je vais peut-être pas faire tout le top 100, mais on va enchaîner, vous inquiétez pas. Le Tron, c'est une crypto-monnaie qui part d'une... Est-ce que je vais employer le mot fraude? Peut-être pas. On va dire que la volonté de son créateur, c'était de s'enrichir, comme sur beaucoup de crypto-monnaies, j'ai envie de dire. Donc ça part d'un site internet avec quelques pages et un document qui était un document plus ou moins copié-collé du Yellow Paper d'Ethereum. L'idée, c'était de proposer, là encore une fois, un Ethereum en mieux, en plus rapide, en moins cher, en plus décentralisé, etc. Du point de vue de la décentralisation, je pense qu'on n'y est pas du tout. J'ai pas creusé de fond en comble, mais je pense pas que ce soit l'idée. Plus rapide, moins cher, c'est vrai. Factuellement, c'est vrai. C'est pour ça que Tron est la blockchain de choix pour faire circuler le stablecoin qu'on a vu tout à l'heure, le Tether. Voilà. Le créateur du Tron est d'origine chinoise. Il fait partie de la bourgeoisie chinoise, si on peut dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui a pas mal de casseroles aux pieds, mais bon, le projet tourne toujours. Donc, sans partir dans tous les détails, il y a des applications décentralisées sur Tron. Ça tient malgré tout, quoi qu'on en dise. Et c'est quand même une blockchain de choix pour faire circuler le Tether. Donc, est-ce que c'est utile? Ça a trouvé son usage. Est-ce que ce sera utile dans 1000 ans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Tron a su trouver son utilité. Est-ce que pour autant j'investirai dedans? Je ne sais pas. On a vu avec Picsou dans une émission que c'est une des crypto-monnaies qui a pris le moins cher pendant le bear market. C'est quand même important de le noter. Maintenant, c'est à vous de décider. Mais voilà, c'est une des crypto-monnaies qui a le mieux tenu pendant ce bear market. Toncoin. Alors, Toncoin, c'est... Putain, mais il est 11e. Le Toncoin, c'est la crypto-monnaie de Telegram, initialement. Vous savez, Telegram, l'application qui vous permet d'envoyer des messages. Donc, à la base, c'était Telegram qui avait créé une crypto-monnaie, sauf qu'ils se sont fait monter en l'air par les régulateurs. Donc, ils ont dit, OK, c'est bon, on arrête tout. On arrête l'ICO, on arrête tout. On lâche le projet à la communauté. Donc, comment fonctionne le Toncoin? Est-ce qu'on a bien travaillé niveau SEO? Est-ce qu'on a bien travaillé? Non, on a mal travaillé. On n'est pas page 1, j'aime pas ça. Si, on est page 1 de Google. Bon. On a une analyse sur le projet. Je vais en parler en quelques mots parce que c'est un projet dont on parle absolument jamais. Donc ça vaut le coup. Bon, l'idée, c'était de proposer une crypto-monnaie avec un mécanisme un peu de sharding ou de subnet. En gros, c'est tu as une blockchain mère et ensuite tu as plein de sous-réseaux pour avoir un scaling plus ou moins illimité et donc des performances au rendez-vous. D'ailleurs, on a un tableau ici. On a un block time qui est assez rapide, une finalité assez rapide, comme dans le cas de Solana. Les frais, je ne les connais pas, mais je pense que les frais sont relativement peu élevés. Et voilà, bon, c'est du sharding du coup. Donc en termes de scaling, on est capable normalement théoriquement de gérer des centaines voire des milliers de transactions par seconde. Maintenant la DeFi sur Ton, j'en ai jamais entendu parler, ça vaut le coup de voir ce que ça a donné. Chaîne. Il est où le Ton?
Je le vois pas. Bien sûr, l'option recherche va pas fonctionner. Alors regardez, on va faire Defiliama. Voilà, chaîne, tonne. 10 millions. Donc autant dire qu'il n'y a rien dessus. On a index dessus. Un protocole de liquid staking. Et basta. Il ne se passe rien dessus. Voilà. Est-ce que ça a le don d'exister? C'est toujours pareil. C'est encore un autre layer 1 qui vise performance, pas cher. Niveau décentralisation, je suis pas assez renseigné sur le sujet pour vous dire si ça vaut le coup. Oui, ça a le don d'exister. Après, c'est du sharding, quoi. Donc, comme Elrond, comme beaucoup de blockchains. Comme Zilliqa. Voilà, Julien qui en parle dans le chat, comme Zilliqa. Le live vous plaît ou pas? Et YouTube, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vont-ils intégrer nativement à Telegram? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Oui, top. Cool. Ah, ça me fait plaisir. On enchaîne. Polkadot. Polkadot. Alors, Polkadot, c'est un beau projet, à mon sens. C'est un des premiers projets qui est parti dans la logique de modularité, dans le sens où on ne parle pas de roll-up ici, mais on parle de scaling avec pas vraiment du sharding, mais des chaînes souveraines qui sont toutes connectées entre elles par une chaîne mère, qui est ce qu'on appelle la relay chain, c'est-à-dire Polkadot. Le fondateur de Polkadot, c'est l'ancien CTO d'Ethereum, et je pense qu'il a vu les limites du projet Ethereum, et il s'est dit, bah moi, je vais créer ma propre blockchain à partir de zéro, avec tout ce que j'ai appris sur le tas, pour proposer une blockchain beaucoup plus moderne qu'Ethereum. Ethereum a choisi les roll-up, Polkadot est parti, encore une fois, dans une logique de différentes chaînes interconnectées. Alors, quand on va sur Coin Academy, c'est bien parce qu'on a bien travaillé et on a une analyse pour Polkadot. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi? Encore une fois, hein, je vais juste copier ici. C'est d'avoir une chaîne principale qu'on appelle une relay chain qui sert en fait à sécuriser toutes les chaînes filles qui seront connectées à elle. Donc le principe est assez simple. Moi, par exemple, Capet, je crée ma propre blockchain. Je peux aller taper dans le framework qui a été mis à disposition par Polkadot qui s'appelle Substrate, qui est apparemment un super framework d'ailleurs en termes de performance, mieux que le Cosmos SDK encore. Et je peux créer ma propre blockchain avec mes propres réglages, mes propres règles. Et ensuite, je peux choisir soit d'avoir ma propre blockchain à moi qui n'a rien à voir avec Polkadot, ça c'est totalement possible, soit je peux choisir de me connecter à l'écosystème Polkadot et de profiter de la sécurité de Polkadot. Voilà. Donc, Polkadot a très mal géré son bull run, je dirais. Parce que le problème, c'est que quand tu veux profiter de l'écosystème Polkadot, tu as tout un système d'enchères, c'est-à-dire que tu dois payer énormément d'argent pour pouvoir prétendre aux enchères. Et ensuite, tu n'es pas sûr de gagner. Et c'est seulement après avoir gagné les enchères, les gens doivent voter pour toi. Je connais même pas le truc de fond en comble. Bref, tu fais partie de l'écosystème Polkadot. C'est un process qui est très lent, qui est très cher. On parle de plusieurs millions de dollars à la base pour pouvoir rentrer dans la boucle. Donc c'est pas à la portée de tous. C'est pour ça qu'ils ont créé ce qu'ils appellent une canary chain qui s'appelle Kusama, qui est liée cul et chemise avec Polkadot. Hein. En fait, c'est Polkadot, sauf que c'est moins cher, en gros. L'intérêt de Kusama, c'est que quand tu as envie de t'approcher de l'écosystème Polkadot, mais que tu as moins les moyens, ça se passe sur Kusama. Ça, c'est une autre crypto-monnaie du top 100, normalement. Je sais pas si c'est encore dans le top 100, mais bref. Voilà, donc bull run plutôt raté. Polkadot passe en version 2.0, justement, parce que ce système d'enchères, etc., il n'est pas convenable, on va dire. Et du coup, ils vont faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile pour les gens de pouvoir émettre des applications décentralisées sur Polkadot avec un système, on va dire, de software as a service, comme on peut le voir sur du Amazon ou autre. Le but, c'est qu'en fait, tu payes à la consommation. Voilà. Et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Le but étant de proposer un ordinateur décentralisé. Donc on est sur un concurrent d'Ethereum, de Tron, de Solana, de Cardano, etc. Est-ce qu'il a le don d'exister? Oui. Et en plus de ça, les techos derrière Polkadot, pour le coup, c'est des gens qui sont vraiment compétents. Voilà. J'ai raté la partie AKT. Non, on n'a pas parlé d'Act encore. Il y en aura une, mais c'est juste pour le moment. Je prends le temps de gérer mon petit live
Et quand on aura un petit peu marre de descendre dans le top 100, on fera la partie. Sur quoi tu all-in? J'all-inerai jamais. Jamais. Bref, on a fait Polkadot. On passe à Polygon Matic. Donc Polygon Matic, c'est un projet qui s'est dit, bon, bah, nous, on va pas chercher à faire un concurrent d'Ethereum, on va chercher à apporter de la valeur à Ethereum. Donc à la base, c'est une sidechain d'Ethereum, c'est-à-dire une blockchain qui fonctionne en parallèle d'Ethereum, qui est basée, je crois, sur le Cosmos SDK, mais c'est un Cosmos SDK qui a été customisé de sorte à fonctionner avec la machine virtuelle Ethereum, de sorte à ce que les applications d'Ethereum fonctionnent sur Polygon. Encore une fois, proposer des applications moins chères que les faire directement sur Ethereum, histoire de faire venir des gens sur Polygon. Et ensuite, Polygon a évolué. Donc aujourd'hui, Polygon, c'est une sidechain, effectivement, mais c'est aussi un écosystème de roll-up qui est en train de se construire, donc de Layer 2, qui utilise la technologie ZK. Il va y avoir plusieurs roll-up Polygon d'ailleurs, avec plusieurs implémentations de Zero Knowledge Proof, parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire du Zero Knowledge Proof, il y en a plein. Je sais pas si je vais le tromper, mais si tu tapes Wikipédia Zero Knowledge, par exemple je tape Plonk, peut-être ça va m'aider à trouver. Voilà, Zero Knowledge Proof, tu as la page wiki, tu scrolles un peu, et de mémoire, si je me suis pas planté de page, tu vas avoir les différentes implémentations. Voilà. Avec les dates. Voilà, on a Pinocchio, Gepetto, TinyRAM, Buffet. Il y en a plein. Donc ça, c'est des concepts qui sont tellement techniques que moi-même, je ne les maîtrise pas du tout. Je sais que Plonk, voilà, il y a eu des implémentations de Plonk qui ont été faites sur différents roll-up. Là, on a les ZK Stark qui ont été inventés justement par Eli Ben Sasson, le co-créateur de Starknet. On en a un nouveau qui s'appelle Zilk. Bref, plusieurs façons de faire du Zero Knowledge. Donc là où Polygon a été très malin, c'est au lieu de se dire on va chercher à tout faire, ils ont cherché à acheter des boîtes qui avaient du savoir-faire. Par exemple, ils ont acheté une boîte qui s'appelle Hermès, qui fait une certaine implémentation des Zero Knowledge. Ensuite, ils l'ont rebrand Polygon Hermès. Et ensuite, Polygon Hermès est devenu Polygon ZK EVM. Donc, quand vous voyez Polygon ZK EVM, la première chaîne, enfin, le premier roll-up qui fait du Zero Knowledge et de l'EVM, en fait, à la base, c'était Hermès, une boîte que Polygon a rachetée. Et ils ont fait ça avec plusieurs boîtes. Le but, c'est de se dire, bon, bah voilà, on n'est pas devin, on ne sait pas quelle est la meilleure implémentation. Donc, on va racheter plein de boîtes et on va toutes les tester. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que du coup, ils ont une sidechain qui gère le VM, ils ont différents roll-up, et au lieu de chercher à dépasser Ethereum, ils profitent en fait du succès d'Ethereum, et ça vient se déverser dans la capitalisation du Matic. Donc le Matic, ça sert à la fois de jeton de gouvernance pour les différents roll-up de l'écosystème Matic. D'ailleurs, ça va plus s'appeler Matic, ça s'appelait le Pol, mais ça peut aussi servir de gas token sur certains roll-up. Le Pol, ça arrive quand? J'ai pas la date. Voilà. Donc on a un article sur Polygon. On a même plusieurs. Coin Academy, Polygon. L'article de fond sur les fondamentaux n'est pas totalement à jour. On en est encore à Polygon Hermès et au jeton Matic à l'ancienne. Il faudra qu'on le mette à jour. Mais sinon, si vous allez sur le site Coin Academy, vous tapez Polygon, on parle de nombreuses actualités pour savoir tout ce qui s'est passé. Voilà. Notamment le passage de Matic à Pol. Donc changement de tokenomique. Voilà. Est-ce que c'est utile Polygon? Oui. Ensuite, Bitcoin Cash. Oh, le vilain petit canard. Laissez-moi boire un canon. C'est un mur porteur derrière toi? C'est un fond vert. C'est un fond vert derrière moi. Si vous êtes sur YouTube, lâchez un petit like. Si vous êtes sur Twitch, lâchez un follow. Voilà. Je demande, j'insiste pas, mais ça me ferait plaisir. Alors, Bitcoin Cash, c'est ce qu'on appelle un fork de Bitcoin. Et en l'occurrence, ici, c'est parce que Bitcoin est parti dans une direction qui ne convenait pas forcément à tout le monde. Donc en fait, si vous voulez, il y a eu une guerre à un moment donné, la guerre des big blocks. L'idée c'était de dire, bah, si on veut que Bitcoin soit moins cher et plus rapide, on n'a qu'à augmenter la taille des blocs, c'est-à-dire faire passer plus de transactions dans chaque bloc. Comme ça, bon bah, si on fait un bloc 2 fois plus grand, on fait passer 2 fois plus de transactions. Voilà, faire. Le problème c'est que plus le bloc il est gros, plus ceux qui ont des connexions toutes pourries ou des disques durs qui manquent d'espace vont avoir du mal à suivre. Parce que Bitcoin, c'est une blockchain qui fait une certaine taille. Je pense qu'on est à 1 demi-téra aussi. Bitcoin blockchain size. Voilà.
On est sur voilà, un demi-téra. Je me suis pas loupé pour le coup. Donc ça veut dire qu'il faut au moins 1 téra de disque dur ou de SSD pour héberger toute la blockchain Bitcoin. Si on a un Bitcoin avec des blocs 4 fois plus gros et qu'on remplit les blocs à ras-bord, on va vite monter à 1 téra, 2 téra, etc. Donc ça va coûter beaucoup plus cher. Je suis un gamin zombie. Vous me faites trop rire, bande de fous. Bref, et donc, Bitcoin Cash, l'idée c'était de dire, bah moi je crois que on peut faire des blocs plus gros. Tant pis si tout le monde ne peut pas avoir les disques pour héberger des blockchains plus grosses. Il faut pas que ça pénalise l'utilisateur final de Bitcoin qui s'en bat les steaks de tout ça. Tout ce qu'il veut, lui, c'est payer en Bitcoin, que ce soit pas cher et que ce soit rapide. Et franchement, ça s'entend. Hein. Donc il y a eu on va dire qu'il y a eu trois mafias. Il y a eu celle qui dit non, moi je veux que Bitcoin il reste tel quel. Une autre qui a dit bah moi je suis ok d'avoir un Bitcoin tel quel mais avec des blocs 2 fois plus gros. Ça s'appelait le Segwit 2x à l'époque. Et t'as ceux qui disent ouais mais garde tes bitcoins avec des blocs 2 fois plus gros, moi je des blocs 8 à 16 fois plus gros, comme ça on est plus limité et on envoie de la charge et tranquille. Voilà, et ça c'est Bitcoin Cash. Au final, pendant 2017, à un moment donné, les mineurs jonglaient entre Bitcoin et Bitcoin Cash, avec quand même un biais principalement sur le Bitcoin qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un gros pump sur le Bitcoin Cash. Au final, ça n'a pas tenu dans le temps, parce que derrière l'initiative Bitcoin Cash, on va dire, il y avait 3 grosses personnalités. Et ça, il y a peu de monde qui le sache d'ailleurs. La première personnalité, bon, ça tout le monde le sait plus ou moins, c'est Roger Ver, qui est un des premiers gros investisseurs de Bitcoin, qui a fait la pub de Bitcoin et qui a dit moi je considère que Bitcoin ça doit avoir des gros blocs, etc. C'est lui vraiment qui a soutenu principalement l'initiative Bitcoin Cash. Ensuite, tu as Bitmain, qui est une entreprise chinoise spécialisée dans le mining de Bitcoin, qui s'est associée avec Roger Ver, qui ont fait un investissement massif dans le Bitcoin Cash et qui ont tenté de pousser beaucoup la puissance de calcul sur Bitcoin Cash pour pousser les gens à délaisser le Bitcoin au profit du Bitcoin Cash. Et la troisième qu'on connaît moins, c'est comment il s'appelle le créateur de Megaupload? Oui, Kim.com. Qui s'entend bien avec Roger Ver, qui lui aussi avait des intérêts financiers derrière, et lui je pense que c'est du pur spéculateur. Pour le coup, c'est qu'il a choisi d'être un petit peu dans l'opposition, parce que lui, son fonds de commerce, c'est aussi d'être dans l'opposition. Alors je tiens quand même à rendre à César ce qui est à César. Kim.com, qui est le créateur de Megaupload, qui est un des premiers services de cloud de l'histoire d'Internet, et surtout le premier service de cloud que tout le monde a utilisé. C'est quelqu'un qui a eu des grosses difficultés et qui avait à l'époque l'intention d'ailleurs d'émettre sa propre crypto-monnaie. Moi, c'est grâce à ce mec que je suis rentré dans les cryptos en plus de l'infréquentable. Voilà. Ce sont les deux mecs qui m'ont mis dedans. J'ai un ami IRL qui me parlait des cryptos et il y avait Kim.com qui en parlait sur Twitter. Moi, c'est ça qui m'a mis dans les cryptos. Bref. Au final, donc, ils ont comploté ensemble. Ils ont essayé de pousser l'initiative Bitcoin Cash. Ça n'a pas réussi. Ça s'explique dans le prix. Mais il y a eu un deuxième épisode sur Bitcoin Cash. Je me permets de vous l'expliquer parce que l'histoire est hyper intéressante. La deuxième chose, c'est que donc Roger Ver, c'est l'entrepreneur qui a poussé l'initiative Bitcoin Cash, mais lui, c'est pas un développeur. Derrière tout ça, il faut un développeur. Et le développeur qui est derrière Bitcoin Cash, c'est un Français. J'ai plus son nom. Founder Bitcoin ABC. Je vais le retrouver. Hein. Bitcoin ABC. Non. Je ne vais pas le retrouver. Amaury Séché, voilà. Amaury Séché. C'est un Français, hein, pour le coup. Crypto-anarchiste, donc lui, il était... il y a du temps, je crois. Lui, il était avec Roger Ver, et puis à un moment donné, ils n'étaient pas d'accord sur la vision, donc il a dit à Bitcoin Cash, vaffanculo, comme on dit en italien. Il s'est cassé, il a créé une initiative qui s'appelle Bitcoin ABC, qui est un fork du Bitcoin Cash, et le Bitcoin ABC est ensuite devenu eCash, une autre crypto-monnaie du top 100, juste ici, 74e. Voilà. Donc en finale, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Ils se sont tous fait la guerre entre eux parce qu'ils avaient une vision différente de comment devait évoluer le projet Bitcoin Cash. Voilà. Est-ce qu'on a sur Coin Academy une analyse du InCash? Je crois que oui. Hein. Merde. Coin Academy, pardon. Là, c'est le cerveau qui a déconné l'espace d'un instant. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Oui, on a une analyse qui explique tout ça. Bitcoin Cash et Cash. Voilà.
Bitcoin Gold, c'est un scam. On aura l'occasion d'en parler, mais c'est un fork à la con qui voulait juste être dans le mouvement des forks à un moment donné, mais ça mérite même pas d'explication particulière. Bref, on en était à Bitcoin Cash. Bon, le Wrapped Bitcoin, c'est tout simplement une version tokenisée du Bitcoin sur la blockchain Ethereum et sur d'autres blockchains. Voilà. Ça permet de pouvoir faire de la finance décentralisée en proposant comme collatéral du Bitcoin sans être directement sur Bitcoin. Donc, pour en revenir à Bitcoin Cash, est-ce que c'est utile? Moi, je pense que oui, ça a eu le don d'exister. C'est raté, mais ça a le don d'exister et ça a encore le droit d'exister. Mais j'ai l'impression que Roger Ver, il pousse plus trop le projet. Donc, c'est peut-être voué à mourir. Wrap Bitcoin, ça sert à faire de la finance décentralisée. Bon, voilà. Ensuite, on a Chainlink. Laissez-moi boire. Hein. Chainlink, c'est ce qu'on appelle un oracle. Son rôle, c'est de venir compléter un petit peu les défauts d'Ethereum et d'autres blockchains. En fait, dans la blockchain, tu as ce qu'on appelle des smart contracts, c'est-à-dire des programmes informatiques où tu définis tes règles. Et en fait, ces règles, elles vont s'appliquer en fonction de ce qui se passe sur la blockchain. Donc, de ce qui est décrit sur la blockchain. C'est-à-dire que ces programmes informatiques sont incapables d'aller sur Internet lire ce qui se passe sur Internet. Ils ne sont pas connectés à Internet. Ils sont juste connectés à Ethereum ou à d'autres réseaux. Et c'est là où des oracles comme Chainlink interviennent. L'intérêt d'un oracle, c'est d'aller choper des informations sur Internet pour les écrire sur la blockchain de sorte à ce que le smart contract, c'est-à-dire le programme informatique qui est sur la blockchain, puisse comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, je sais pas, tu as besoin de faire une application qui a besoin de savoir quel est le résultat d'un match de finale de Coupe du Monde de football. Voilà. T'as France-Italie, France-Allemagne, France-Angleterre, France-Brésil, j'en sais rien. Le programme n'est pas capable de savoir que la France a mis 3-1 à l'Italie. Voilà, ça fait plaisir, la France qui l'a gagné. Et bah Chainlink va aller choper l'information, va s'assurer que cette information est conforme. Et une fois que l'information est conforme, va l'écrire dans la blockchain. Parce que oui, le problème c'est que si Chainlink écrit de la merde dans la blockchain, le programme va exécuter de la merde. Donc ça c'est très important. Il ne faut pas que l'oracle fasse de la merde. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps à arriver. Et qu'il y a des concurrents qui fonctionnent un peu différemment de Chainlink. Pour en citer quelques-uns, tu as Pit Network, tu as Taylor, tu as Dia, je crois. Mais moi, le seul concurrent de taille que je connais, c'est Pit. Voilà. Donc Chainlink, très utile pour rajouter de la valeur et pour permettre justement une certaine interopérabilité entre les différentes blockchains de différentes manières. Par exemple, en faisant passer du jeton d'un côté puis de l'autre, puisque comme les blockchains ne peuvent pas communiquer entre elles, bah Chainlink peut dire, bon voilà, il se passe ça sur Ethereum, il se passe ça sur Solana, et bien voilà, synchronisez-vous entre vous, détruis-moi ce jeton sur Ethereum, crée-le-moi sur Solana, voilà, fais-moi confiance, je suis Chainlink, je suis l'oracle. Donc très utile Chainlink, pas de doute là-dessus. Coin Academy, Chainlink... on en a parlé normalement. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche? On n'est pas à jour sur tout ce qui s'est passé, mais ça vaut le coup d'œil. Et Pit Network. Je vous le mets aussi, c'est un concurrent de Chainlink. Hop. Il y a plusieurs articles sur le sujet, comme ça vous pouvez comparer un petit peu. Oracle très utile. Ensuite, Shiba Inu. Bon, Shiba Inu... c'est d'une blague. C'est-à-dire qu'en fait, ok, on a fait un fork de Bitcoin qui s'appelle le Dogecoin, c'est une blague. Et ben on va proposer l'équivalent sur la blockchain Ethereum, ça s'appelle Shiba Inu. Est-ce que c'est utile? Franchement, je vais pas faire le mec. Oui, il y en a, ils vont me dire, il y a des Layer 2, il y a des DEX, machin, il y a des gens qui utilisent. Là, ça part d'un troll. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'essayer de donner des explications à des trolls pour justifier une spéculation. Si vous aimez le casino, si vous aimez jouer... peut-être que ça peut vous intéresser d'un point de vue purement spéculatif, mais c'est tout. Voilà. Ensuite, le TrueUSD, c'est un concurrent du Tether et de l'USDC. C'est un autre stablecoin backé par des dollars, où normalement on peut faire parfaitement confiance en l'entreprise qui s'occupe de backer ces dollars. Donc c'est un stablecoin qui est relativement safe. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. C'est un stablecoin qui est beaucoup moins capitalisé que le Tether et que l'USDC, mais qui reste quand même très capitalisé et qui est safe.
Ensuite, le Léo, c'est le token de l'exchange BitMEX. En gros, je crois que c'est BitMEX ou Bitfinex. Attendez, que je dise pas de bêtises. Site internet. Bitfinex. Voilà. Bitfinex a subi un piratage à l'époque. Ils ont compensé les pertes et ils ont, je crois, airdrop un jeton aux personnes qui étaient touchées par le piratage. Et depuis, ils ont leur propre jeton. C'est un jeton qui bouge pas trop, voilà, mais qui a tendance à prendre de la valeur dans le temps. Voilà encore un jeton qui n'a pas pris trop cher pendant le bear market. On est à moins 55% depuis le top. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Est-ce que c'est utile? Bah, c'est un jeton d'exchange. Et là, en l'occurrence, je ne connais pas trop la tokenomique. Donc, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Voilà. Pour une fois, je botte un petit peu en touche. Ensuite, Avalanche. On est à 22 sur 100. On ne va pas faire tout le top 100. J'ai troll sur le titre. Mais vous inquiétez pas, on fera d'autres sessions pour aller plus loin. Alors, déjà, on va creuser ce top 100. On va le creuser. Avalanche. C'est une crypto-monnaie concurrente de Solana, Ethereum et autres, qui là aussi veut proposer un ordinateur décentralisé performant, qui est fait par des gens normalement très compétents. Je tends à croire que c'est des gens qui sont compétents et qui sont honnêtes. On peut dire que Emin Gun, un des créateurs, a un peu le melon, c'est vrai, mais il y a de la compétence, il y a de la volonté. Bon. Donc, Avalanche, on a fait une analyse normalement. Avalanche, Coin Academy. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'Avalanche? On n'est pas 100% à jour sur tout ce qui s'est passé, mais on a d'autres articles qui parlent des actualités d'Avalanche. Bref, donc Avalanche, c'est un Layer 1 qui a choisi de faire encore différemment d'Ethereum, Solana, Polkadot et j'en passe pour son approche du scaling. C'est-à-dire, eux, on ne fait pas des Layer 2. On ne fait pas du scaling hardware comme le fait Solana. On ne fait pas du scaling avec des chaînes souveraines à proprement parler comme le fait Polkadot, même si ça s'en rapproche pas mal. Et on ne fait pas vraiment du sharding non plus, parce que le problème du sharding, c'est qu'il peut y avoir des complications au niveau de la sécurité. Et ils mettent en place un système qui s'appelle les subnets. Alors Coin Academy, subnet, normalement on a fait un article pour en parler. Comprendre les avantages des subnets. Franchement, il y a tout sur ce site. Les gars qui ont fait ce site, ils sont chauds. Hein. Je le dis franchement. Bref, donc c'est quoi un subnet? Un subnet, c'est un sous-réseau. Donc, quel est l'intérêt du subnet et comment ça fonctionne? En gros, l'idée, c'est... moi, par exemple, Capet, j'ai envie de créer un jeu vidéo sur la blockchain. Et le problème d'Ethereum, c'est que c'est lent, c'est trop cher, et je partage la bande passante avec tout le monde. Donc, si jamais Ethereum est saturé, bah, mon jeu vidéo, ça va bugger, les gens vont se plaindre. Donc à l'époque, on n'était pas encore dans la logique des roll-up, etc. On n'avait pas trop exécuté ça. Donc Avalanche, ça arrive avec leur logique de sous-réseau. Donc eux, ils ont d'abord créé 3 sous-réseaux. Un sous-réseau qui sert pour les jetons, un sous-réseau qui sert au consensus, et un sous-réseau qui émule l'Ethereum Virtual Machine. Désolé, ça passe un petit peu à travers le chat. C'est-à-dire, en gros, les applications Ethereum, on peut les déporter sur Avalanche. Comme ça, on peut dire aux gars qui ont l'habitude de développer sur Ethereum, bah vas-y, viens créer tes jetons chez moi, viens créer tes NFT chez moi. Ça fonctionne pareil. Mais c'est plus performant et c'est moins cher. Voilà. Donc, les avantages de Avalanche, c'est qu'ils ont proposé un consensus qui est visiblement... on va dire plus au point qu'Ethereum. Si Abdel était là, il m'engueulerait et tout. Mais en gros, l'idée, c'est de dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un gros pourcentage des nœuds validateurs sur le réseau qui soient malhonnêtes pour que le réseau soit corrompu. Voilà. En plus de ça, sur Ethereum, on a un bloc toutes les 12 secondes avec une finalité déterministe, c'est-à-dire une finalité sûre au bout de 12 minutes et quelques. Sur Avalanche, une transaction, elle est considérée comme sûre et irrévocable au bout de 1 seconde ou 2 secondes. Donc du coup, quand tu veux faire du paiement, quand tu veux faire des applications ultra rapides, Avalanche, c'est yes. Voilà. Approche différente du coup de Polkadot, Cosmos et compagnie. D'ailleurs, Cosmos, on y vient. L'avantage de ces subnets, c'est que tu peux mettre ta propre machine virtuelle. Tu n'es pas obligé de faire une machine virtuelle Ethereum. Tu peux avoir ta propre machine virtuelle. Donc ça peut être une machine virtuelle semblable à celle de Solana ou semblable à celle des blockchains qui utilisent le Move. Il y a une nouvelle machine virtuelle qui s'appelle HyperSDK, qui est une machine qui est censée être ultra rapide. Aussi, il y a un partage au niveau de la sécurité. C'est-à-dire que si tu veux créer ton subnet, il va falloir que tu achètes des jetons AVAX, que tu sécurises la blockchain mère AVAX, et que tu sécurises ensuite ton subnet. Voilà. Donc tu as un set de validateurs sur ton subnet dédié et tu as un autre set de validateurs dédié à la blockchain mère Avalanche.
Voilà. Toutes ces blockchains sont interconnectées entre elles. Il y a plus ou moins de difficultés à faire circuler les jetons d'un subnet à un autre subnet. Je parle de subnet et d'autres fois je parle de blockchain, mais voilà, dans l'idée c'est plus ou moins la même chose. Et donc l'idée c'est que dès qu'il y a un manque de bande passante, eh ben, on crée un nouveau subnet avec un nouveau set de validateurs et ça repart un peu à la manière de Cosmos hein, finalement ou de Polkadot. Sauf que eux, ils parlent pas de chaîne souveraine, ils parlent de subnet. Voilà. Et donc, tu as la possibilité de pouvoir customiser. Tu peux aussi faire des subnets privés, des subnets publics, des subnets compliance pour des banques qui voudraient leur propre subnet. Voilà. Donc, c'est Avalanche qui s'adapte à peu près à tout. C'est pour ça que j'aime bien ce projet. C'est que pour le moment, ils ne sont pas en retrait par rapport à ce qui se fait en termes d'innovation, sans rentrer dans des délires qui n'étaient pas dans la vision de départ. C'est-à-dire, ils n'ont jamais parlé de roll-up. C'est pas à l'ordre du jour. Ça pourrait parfaitement exister, mais c'est pas à l'ordre du jour. Ils préfèrent scale avec du subnet. Oui, j'ai parlé du Cardano. Non, j'ai pas encore parlé d'Act. Consensus Probabilix d'Avax instantané. Voilà. Pour ce qui est du déterminisme, je connais pas. Je vous disais 1 à 2 secondes pour qu'une transaction soit sûre et irrévocable, mais voilà. Aussi, on peut voir que la création du subnet est ultra rapide à partir du moment où tu as les fonds pour le mettre en place. Est-ce que Avalanche est utile? Oui, moi j'aime beaucoup Avalanche. Il a raison d'exister. En fait, je vais revenir sur une explication de tout à l'heure. Vous savez, quand je vous disais, les bitcoins maximalistes, ils sont tellement préoccupés par la question de la monnaie qu'ils sont en mode bah, les autres crypto-monnaies, je m'en fous parce que bitcoin en tant que monnaie, c'est la seule monnaie ou alors à la limite Monero. Monero, on y viendra juste après. Les Ethereum maximalistes sont en mode ok, Ethereum n'est pas parfait. Ok, il n'est pas supra rapide, pas cher du tout. Mais nous, on pense qu'il faudrait que tout le monde crée sur Ethereum, tout le monde se concentre sur Ethereum plutôt que se disperser sur d'autres blockchains. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont frustrés de l'existence de Solana et Avalanche. Ça ne les empêche pas de considérer la technologie de Solana ou Avalanche ou de Polkadot ou autre, mais ils sont en mode c'est dommage parce que ça disperse les développeurs. Ce serait beaucoup mieux si tout se passait au même endroit. À quoi tu peux répondre, ouais, mais c'est bien, ça fait de la concurrence et du coup, ça permet aussi d'avoir des idées différentes qui peuvent potentiellement profiter à Ethereum. Donc les deux arguments s'entendent. Voilà, et moi je suis plutôt ouvert au fait qu'il doit y avoir de la concurrence, donc c'est pour ça que je juge ça utile. Ensuite, Stellar. Donc Stellar, c'est un fork de Ripple. L'idée, c'était de faire un Ripple beaucoup plus ouvert, donc un XRP beaucoup plus ouvert, à l'époque où le XRP n'avait pas encore l'initiative XRP Ledger. Au final, aujourd'hui, le XRP tend à se décentraliser. Le Stellar, bon, ça a fait son petit bout de chemin. Moi, je vais vous dire, j'ai un souci avec Stellar, c'est que, pour vous faire une petite parenthèse, moi, à la base, la première blockchain où j'ai essayé de build, ça a été sur Stellar. Quand je bossais chez Upass, on voulait créer un stablecoin. Et à l'époque, on avait besoin de trouver une blockchain pas chère, rapide, où on puisse programmer de la monnaie. Ethereum, c'était trop cher, c'était trop lent. Solana, ça n'existait pas. Avalanche, Polkadot, tout ça, ça n'existait pas. Donc, à l'époque de mon benchmark, la solution, c'était le Stellar. Le problème du Stellar, c'est qu'en termes d'utilisation, c'est un cauchemar. En termes de compréhension, c'est un cauchemar. Parce que quand tu veux émettre des jetons personnalisés sur Stellar, c'était le bordel. C'est sûrement mieux maintenant, mais à l'époque, pour ne serait-ce que sponsoriser une transaction, c'était le bordel. Imaginons, je vous dis, je crée un stablecoin qui s'appelle Capet. Et j'ai envie, à tous les gens du chat, de vous dire, vas-y, créez une adresse sur Stellar, donnez-moi votre adresse et je vous envoie du Capet. Et ben, ça va être plus compliqué que ça. Je vais être obligé d'acheter du jeton XLM, de vous envoyer du XLM, de vous demander ensuite d'autoriser la réception de jetons Capet parce que tu as un filtre anti-spam qui fait que tu peux même pas recevoir le jeton Capet. Tu dois d'abord faire une action sur la blockchain pour autoriser la réception. Et ensuite, une fois que tu as autorisé la réception, tu peux recevoir du Capet. Donc, parcours utilisateur cauchemardesque. Nous, on s'en était arrêté là. Le stablecoin n'est jamais sorti. C'est dommage. D'ailleurs, le concept n'existe toujours pas. Hein. J'en avais parlé vite fait avec le patron du Upass à l'époque, mais... Voilà, ça c'est pas fait. Et au final, Stellar a le don d'exister. Il y a pas mal d'actifs tokenisés qui existent sur Stellar, mais c'est vraiment pour des business qui disent aux gens, on vous parle même pas de blockchain. Il y a de la blockchain derrière, ok, mais on vous parle pas de blockchain. Juste utiliser notre application, type néobank ou autre. Voilà.
Donc il a fait son petit bout de chemin, mais sur le long terme, je ne sais pas si ça tiendra. Monero. Monero, j'adore. Je crois pas qu'on ait analysé Monero sur Coin Academy. Si c'est le cas, ça me gêne. Mais je crois pas qu'on l'ait fait. Peut-être que si. Vite fait. Il faudrait qu'on le mette à jour. Bon, Monero, l'idée c'est quoi? Monero, c'est de faire un Bitcoin intraçable. Voilà, ni plus ni moins. Comment ça, intraçable, Capet? Bah, tout simplement, quand tu tapes blockchain.info, par exemple, tu vas sur le site de blockchain.com et tu vas pouvoir tracer toutes les transactions, qui envoie, qui reçoit, combien, à quelle heure, etc. Tout est traçable. Là, par exemple, je prends le dernier bloc, je vois tout sur Bitcoin. Donc, ça veut dire que l'anonymat a une certaine limite sur Bitcoin. Si tu es capable de lier Capet, par exemple, à une adresse sur Bitcoin, bah, tu sauras exactement tout ce que je fais, les transactions d'envoi et de réception des fonds. Sur Monero, c'est pas traçable. Si tu vas sur un bloc Explorer, est-ce que j'en ai un dans le coin Monero Blocks, voilà, au hasard. Bah, très peu d'infos, tu peux voir le hash rate, donc la puissance de calcul, la difficulté, le numéro du bloc, mais c'est tout. Tu peux pas savoir qui envoie, etc., combien, tu sais combien de frais ont été payés, mais c'est tout, quoi. Tout est confidentiel. Donc du coup, c'est théoriquement intraçable, en tout cas, on n'a jamais eu une preuve comme quoi c'était traçable. Il y a des entreprises qui peuvent dire, moi je suis capable de retracer, ok, mais pas de preuve factuelle. Donc du coup, bah, Monero ressemble plus à de l'argent liquide que Bitcoin, qui à la base, Bitcoin devait être un équivalent de l'argent liquide sur la blockchain, parce que l'argent liquide, il n'est pas traçable. La seule trace que tu as sur de l'argent liquide, c'est quand tu le retires en borne ou quand tu le redéposes. Et bah, la trace, on va dire, visuelle, si tu donnes un billet à quelqu'un d'autre et qu'il y a un témoin, bah, le témoin sait que tu as donné le billet. Voilà, c'est tout. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de témoin, personne ne voit rien, c'est intraçable, ça déplaît énormément aux régulateurs, ça plaît beaucoup aux gens qui aiment la vie privée. Les frais ne permettent pas de déduire les transactions? Non. Non, non. Ça n'a pas de rapport. Tu as peut-être un frais minimum, mais après, tu peux pas en retenir grand-chose. T'en fais rien. Voilà. Donc, est-ce que Monero est utile? Monero extrêmement utile pour des paiements intraçables. Ensuite, bon bah OKEX, c'est le jeton de l'exchange OKEX. BUSD, je crois que c'est le stablecoin de Binance émis par Paxos. Il est voué à mourir. Donc bon bah n'achetez pas du BUSD parce qu'il va crever. Tôt ou tard, il va crever. C'est voulu. Ethereum classique, j'ai fait une vidéo dédiée pour parler de pourquoi il y a un Ethereum et un Ethereum classique. Je vais y aller très rapidement. En gros, Ethereum a subi un piratage il y a fort longtemps. Et donc, il y a eu une décision politique qui était de se dire... Bon ben, est-ce qu'on laisse le piratage tel quel et tant pis pour les toucher? Ou est-ce qu'on agit de sorte à ce que les personnes qui ont été touchées par le piratage puissent récupérer leurs fonds? Au final, il y a eu une action qui a été donnée. Il y a eu un fork, c'est-à-dire que voilà, les transactions en crypto-monnaie, elles sont écrites dans des blocs de la blockchain. Donc, on est revenu au bloc juste avant le piratage, pour faire comme si le piratage n'avait jamais eu lieu. Ensuite, on a forqué à partir de là, c'est-à-dire qu'on a repris la base de données, la blockchain, à partir de ce moment-là. Et du coup, on a créé Ethereum. Donc en fait, Ethereum classique, c'est le vrai Ethereum. C'est le vrai Ethereum originel qu'on n'a pas touché. C'est-à-dire, on n'a pas remanipulé la masse monétaire, changé les règles au niveau de combien de monnaies sont émises. On n'a pas cherché à rembourser les gens piratés pour le hack, etc. Et Ethereum, le numéro 2, c'est un fork d'Ethereum classique où on est revenu en arrière et on a remboursé les gens qui ont été piratés. En réalité, on ne les a pas vraiment remboursés. C'est juste qu'on a fait comme si le piratage n'avait jamais existé puisqu'on est revenu à la racine du bloc juste avant le piratage. Vous suivez ce que je veux vous dire? Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Là, c'est un débat. Moi, je pense que c'est bien parce que si ça n'avait pas été fait, il y a moyen que ça aurait tué le projet Ethereum. En vrai. On le saura jamais au final. Donc on peut pas revenir dans le temps, mais voilà, c'est un débat qui est ouvert et voilà. Et d'ailleurs, le hacker d'Ethereum a été apparemment retrouvé. L'identité du hacker enfin révélée. Je l'explique dans une vidéo qui est juste ici.
pour les intéressés. Je vous la laisse en description. Et Ethereum et Ethereum classique. Identité du hacker. Alors maintenant, je vais quand même répondre à la question. Est-ce qu'Ethereum classique est utile? Et après, ce sera un petit moment pub. Et on repassera sur l'analyse. C'est juste que c'est un live qui est sponsorisé par une entreprise. Je vous en parle dans peu de temps. Juste, je termine. Donc, est-ce que Ethereum classique est utile? Alors là, c'est un gros débat. C'est un peu comme Bitcoin Cash, tu vois. Si tu prends le cas d'Ethereum, Ethereum, il y a de l'émission monétaire infinie. Il n'y a pas d'offre maximale. C'est juste que d'un côté, tu as une émission monétaire infinie qui varie en fonction du nombre de validateurs. Et d'un autre côté, tu as de la destruction monétaire en fonction de l'usage sur la blockchain. Les fameux jetons qui sont burn pour les intéressés. En gros, plus tu utilises Ethereum, plus tu as de jetons qui sont burn. Donc si jamais tu as plus de jetons qui sont détruits que de jetons qui sont émis, bah, ça fait que la masse monétaire, elle rétrécit. S'il y a une perte d'usage sur Ethereum, eh ben, il y a quand même continuellement de la masse monétaire de créer. Donc la masse monétaire, elle grandit. Ok ? Mais il n'y a pas de limite. C'est pour ça que offre maximale, c'est à l'infini. Et l'inflation d'Ethereum, elle a changé plusieurs fois avec différentes mises à jour. C'est quelque chose qui, là aussi, a été beaucoup critiqué parce que sur Bitcoin, le taux d'inflation, il n'a jamais changé depuis sa création. Dans le cas d'Ethereum classique, le taux d'inflation n'a pas changé non plus. Et Ethereum classique n'est pas passé au Proof of Stake. C'est toujours une crypto-monnaie qui se mine en Proof of Work, mais qui est absolument pas rentable à miner. Donc du coup, ça fait qu'il y a peu de puissance de calcul sur le réseau, donc peu de sécurité sur le réseau. Donc problème au niveau de la sécurité. Deuxième problème, peu d'usage. Si tu fais Defiliama Ethereum classique, personne fait de finance décentralisée sur Ethereum classique. Il n'y a pas du tout de TVL. Tout le monde s'en branle. Alors que c'est l'Ethereum originel. Ça fonctionne pareil. Hein. On pourrait parfaitement déporter des contrats Ethereum sur cette blockchain. Mais personne veut se jeter là-dedans. Tout le monde s'en fout. Donc, pour le moment, Ethereum est voué à mourir. Ethereum classique, pardon. Est voué à mourir. Il y a des mouvements de spéculation dessus. Pour des raisons diverses et variées, hein, des mineurs qui font leur caprice ou des fonds d'investissement qui avaient parié sur le concurrent Ethereum, mais voilà. Et pour ceux qui s'intéressent au mining, dans ma formation Bitcoin sur le mining, j'en parle. On a aussi une vidéo sur Coin Academy, mining rentable, où là, je prends le temps de vous expliquer la rentabilité, comment ça fonctionne, etc. Pour les intéressés. Mais clairement, si tu as des cartes graphiques à ta disposition, imaginons tu as des cartes graphiques Nvidia à ta disposition, tu as un nombre incalculable de monnaies beaucoup plus rentable à miner que l'Ethereum classique. Là, je vais scroll. L'Ethereum classique, il doit être bien bas là-dedans. Hein. Voilà, il est là. Il est là. Et ça coûte tellement cher en électricité que ça vaut même pas le coup. Donc en fait, il se fait bousiller par un nombre incalculable de concurrents. Et pour ceux qui pourraient se dire, eh ben moi je pense qu'un jour Ethereum classique, ça va repartir, donc je vais miner de l'Ethereum classique. Juste je réponds à ça parce que ça peut vous traverser l'esprit. Question très simple. Bon, il faut prendre en considération l'impôt et les écritures comptables, c'est vrai. Mais quel est l'intérêt de miner de l'Ethereum classique quand tu peux miner une crypto-monnaie plus rentable, la vendre et ensuite acheter de l'Ethereum classique avec tes profits fait en minant du Cortex, du Nexa ou autre. Voilà. Effectivement, si tu mines une crypto-monnaie et que tu la vends, tu as un impôt à payer dessus. Donc c'est à prendre en considération. Effectivement. Mais d'un autre côté, si même après impôt, ça éclate ton mining d'Ethereum classique, bah autant miner du Cortex ou du Nexa, le vendre et acheter de l'Ethereum classique. Voilà. Si on veut vraiment parler d'optimisation des profits. Hein. Voilà les copains. Maintenant, c'est l'instant sponsor. Alors, je coupe la musique 2 secondes. Hop. J'ai bien votre attention. Le sponsor de cette émission, c'est Act, qui est une entreprise française, qui est en fait une banque crypto et fiat. Je vous laisse en description de cette vidéo mon lien référal. Alors Act, je vais vous en parler rapidement.
J'ai déjà fait une pré-analyse d'Act, je vais pas faire genre je découvre et tout, ce serait vous mentir. Act, je les connais depuis, je dirais, 2 ans, on a déjà échangé plusieurs fois. C'est une des rares entreprises à être enregistrée PSAN en France. Tout ça, on peut le vérifier directement. Alors, je vous mettrai un lien aussi en description, mais vous pouvez taper sur Internet liste PSAN AMF sur Google, vous avez la liste blanche, vous scrollez un petit peu. Le site est un peu mal foutu de l'AMF, mais bon, bref. On scrolle un petit peu, là, on a la liste des PSAN enregistrés. Ok. Donc, des entreprises qui ont le droit de faire du marketing en France auprès d'une communauté française, qui ont le droit aussi de parler du jeton, etc. etc. L'entreprise derrière Act, c'est Automata. Si vous dites AKT, c'est pas grave, hein. Les deux se disent, mais normalement, c'est Act. Voilà. Automata France, qui a été enregistré PSAN en juillet 2023. Pour les activités de conservation d'actifs, d'achat-vente d'actifs et d'échange d'actifs. Donc, l'idée, c'est pas de proposer un exchange de fréquence type Binance, etc. L'idée, c'est de proposer une expérience de banque en ligne avec un autre on-ramp, off-ramp, crypto. Ça veut dire que tu peux faire travailler ton argent en fiat, tu peux faire des investissements en crypto, et tu as plusieurs produits qui sont proposés pour ça. Donc, quels sont les arguments forts pour moi? Déjà, ils sont enregistrés PSAN, donc on sait qu'ils ne sont pas aux Bahamas ou dans je ne sais quelle juridiction pour essayer de nous avoir. Ça, c'est la première chose. Bureau en France, bureau en Irlande, bureau en Italie. Je crois qu'ils ont des bureaux aussi en Angleterre. Le Automata Pay, je maîtrise moins, donc je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Alors, pourquoi bureau en France? Parce que c'est des Français derrière. Pourquoi bureau en Irlande? Parce que je crois qu'ils ont eu un feu vert de la Banque centrale d'Irlande pour pouvoir exercer leur activité. Et pareil pour l'Italie, c'est pour pouvoir exercer leur activité. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est que Act, ça fonctionne aussi bien pour le monsieur tout le monde que pour le business. Il y en a un qui dit pourquoi bureau en Irlande impôt? Frérot, j'ai bossé en Irlande. C'est une optie fiscale quand tu es un grand groupe avec beaucoup d'employés, mais quand tu es une boîte de quelques dizaines d'employés, en vrai de vrai, oui, tu as des impôts sur les sociétés un petit peu inférieurs, mais tu sais, faut ouvrir des bureaux là-bas, faut monter la structure et tout, machin. À la fin, l'optimisation fiscale, c'est pas idéal d'aller en Irlande. Là, en l'occurrence, je pense juste que ça leur a permis en fait d'avoir un feu vert d'une banque centrale rapidement pour pouvoir commencer leur activité et commencer à build, et ils sont restés là-bas. Super pays l'Irlande, moi j'ai travaillé à Dublin pendant 2 ans et demi, j'ai kiffé. Bref, pour revenir à nos activités. Si vous avez un compte professionnel, c'est-à-dire que vous avez une entreprise et que vous voulez faire des activités de crypto-monnaie par exemple, encaisser des paiements en crypto-monnaie et ensuite les convertir en euros, c'est possible de le faire avec Act en France, en Irlande et en Italie. Voilà. Ils m'ont pas donné de feu vert particulier dans les autres pays parce qu'ils préfèrent avoir des bureaux et des licences dans chaque juridiction pour ne pas être embêtés. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plutôt, je vous parlais du fait que moi, j'ai une entreprise au Luxembourg, je voulais le faire pour Luxembourg. Ils m'ont dit, voilà, je te conseille pas de le faire. Donc, si vous êtes belge, par exemple, peut-être attendez qu'ils aient un bureau en Belgique pour des activités professionnelles pour entreprises. Là, maintenant, on va parler des clients monsieur tout le monde. Si vous voulez utiliser Act pour faire des paiements par carte ou pour faire travailler votre argent, vous pouvez le faire. J'ai noté les arguments clés justement de l'entreprise. Alors déjà, voilà, on-ramp, off-ramp, crypto, fiat, vous pouvez déposer des fonds par virement bancaire, bientôt par carte bancaire, pas encore possible. Vous pouvez aussi déposer des fonds en USDT sur Ethereum, donc au format ERC20, si jamais vous avez fait la vérification de niveau 3 sur Act. Donc, ils vous demandent la preuve des fonds. Là, c'est leur pôle compliance, enfin leur pôle juridique qui veulent pas faire passer tout et n'importe quoi sur la plateforme. Donc, ils seront un petit peu plus chiants sur la partie crypto pour le dépôt des fonds dans un premier temps. Il faut bien savoir une chose, c'est que quand tu lances un service, t'ouvres pas les vannes à fond en mode je fais rentrer des capitaux, je m'en bats les steaks et tout machin. Surtout quand tu as commencé à aller poser des bureaux un petit peu partout et que tu fais copain-copain avec les régulateurs parce qu'ils vont te casser en deux. Donc tu y vas gentiment, eux c'est ce qu'ils font. L'idée c'est de proposer encore une fois une banque en ligne pour du fiat et de la crypto. Donc qu'est-ce qu'ils proposent sur la partie fiat? Je vais vous montrer l'application. Alors j'espère pas me faire troll. J'essaie de faire les choses bien les gars. Je suis pas... c'est pas un stream téléachat, mais quitte à faire un petit live sponsorisé, on sort l'iPad, parce que mon iPhone me sert de webcam, donc je ne pouvais pas utiliser l'iPhone. On va faire un partage d'écran. Et on va ouvrir Reflector en espérant que ça bug pas. Si ça bug, bah tant pis. Hein. Mais
ça devrait aller. Alors, hop, excusez-moi. Regardez comment... Là, je sens que ça va bien se passer, et le fait que ça se passe bien, ça me fait plaisir. Attendez, voilà. 9610. Je le mets sur l'iPad. Ça fonctionne sur mobile, ça fonctionne sur iPad, parce qu'ils ont une application mobile comme à peu près toutes les banques en ligne. Si t'as pas d'application mobile sur la banque en ligne, c'est quand même un petit peu dérangeant. Voilà. Bienvenue sur mon iPad, je vous le montre jamais. Hop. Alors, je vais peut-être pas vous montrer mon code PIN, 2 secondes. Ceci ne vous regarde pas. Hop. Voilà. J'arrive sur l'app. C'est débloqué. On va mettre ça en grand. Ok, donc qu'est-ce qu'on a sur l'app? On a l'option déposer. On peut déposer par virement et par stablecoin USDT sur la chaîne Ethereum, comme je vous le disais. Donc virement, voilà, on vous affiche un IBAN. Donc là, en l'occurrence, vous avez mon IBAN. C'est pas le top en termes de sécurité, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je verrai avec eux pour changer d'IBAN. Mais c'est un IBAN qui est dédié. C'est pas un IBAN qui est partagé entre différents utilisateurs. C'est un IBAN qui est dédié. Donc ça, c'est cool. Vous avez votre propre IBAN. Si jamais vous devez encaisser des paiements comme des salaires ou autres, vous pouvez parfaitement vous servir d'actes comme banque. Alors, ils n'ont pas l'agrément d'établissement de crédit, mais tu peux t'en servir comme banque. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, comme dit, vous avez aussi le dépôt en USDC. Moi, on me demande de faire le compliance. J'ai déjà fait le niveau 1, le niveau 2. Là, il faudrait que je montre les justificatifs de revenus pour débloquer la situation. Voilà. Ensuite, tu as plusieurs types de cartes. Donc, tu as une carte plastique qui est gratuite. Tu as juste un envoi qui est à 9,90 €, je crois, avec 2 coloris. Tu as aussi une carte métal qui se débloque si tu prends un abonnement, un peu comme chez les concurrents. Et tu as une carte élite si jamais, là, tu es vraiment en mode j'y crois à fond, j'achète à mort de Act, leur jeton, je le stake. Je crois qu'il faut 50 000 € de jetons Act pour pouvoir obtenir ce grade-là. Donc, tu as la carte élite et tu as d'autres avantages, bien sûr. Donc vous pouvez parfaitement utiliser la carte gratuite. Il faudra juste payer l'envoi de la carte et vous pouvez l'utiliser après. Il n'y a pas de frais mensuels pour utiliser la carte là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez l'option épargne. Donc plusieurs options. Vous avez d'abord le livret Flex, qui est un produit qui vous permet de toucher un yield de manière journalière sur les fonds déposés. Vous pouvez rentrer et sortir comme vous voulez. Donc par défaut, vous avez un yield à 5%. Et si jamais vous voulez un yield supérieur, ils peuvent proposer du 6,5%, mais pour ça, il faut devenir ambassadeur. Donc le programme ambassadeur, il faut staker 1000 jetons Act sur la plateforme pour devenir ambassadeur. Petite précision cependant, j'ai fait la remarque, tu ne peux pas acheter des Actio, les jetons Actio sur un exchange, les envoyer chez eux et staker. Pour le moment, c'est pas possible. Il va falloir acheter des jetons Actio directement sur l'application pour le faire et faire le staking. Donc, on parle de 1000 jetons Act. Je ne suis pas allé voir le prix récemment, mais on devrait être sur quelque chose d'assez abordable. Il faut en profiter, c'est le bear, pour le coup. Moi, je ne vous fais pas de conseils en investissement. Regardez si ça vous intéresse, si le produit vous intéresse, si les yields vous intéressent. Mais là, on est à 23 centimes pour le prix du jeton. Voilà. J'ai le droit d'en parler. Vous allez me parler de loi influenceur. Boîte française, enregistré PSAN. On est bon sur la loi influenceur. Et j'ai pas parlé des tokenomiques, là en l'occurrence je vous parle du programme ambassadeur. Voilà, donc une fois ambassadeur, vous pouvez avoir un yield supérieur, c'est du 6,5%. Ils bossent avec différents protocoles et autres. J'ai plus la répartition exacte, mais elle est expliquée, je crois, sur leur site internet. Attendez. Si on va sur le site d'Act, normalement c'est expliqué avec qui ils bossent pour les différents livrets. Il faut gratouiller un petit peu. J'ai plus l'information sous la main, vous pouvez leur demander directement. Ils bossent avec différents partenaires pour faire travailler votre argent et vous proposer ce yield-là. Pourquoi 6,5 et pas plus? Pour éviter justement de proposer un yield bidon et d'avoir des problèmes. Voilà, il y a d'autres concurrents qui proposent des yields semblables parce que justement c'est possible de le faire avec différents produits de la finance traditionnelle et de la DeFi. Eux, ils font un petit mix des deux. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que vous pouvez rentrer et sortir. Donc en fait... Voilà, il faut toujours prendre en considération l'impôt, bien sûr, si vous voulez faire les choses correctement, mais entre un livret A qui est, je crois, à 2,5% et ici un yield entre 5 et 6,5%, bon bah autant déposer des euros chez Act ou un concurrent si jamais vous n'aimez pas Act, mais là je vous propose Act parce que c'est français, c'est régulé en France et je crois que c'est un des meilleurs yields sur le sol français. Vous pouvez faire comme ça, petit virement, livret flex. Il y a une deuxième option
qui s'appelle le livret mining, toujours pour faire travailler son argent. Par défaut, on est à 12%, on peut monter à 16,97%. Eux, en fait, ils ont des partenaires qui font du mining de Bitcoin. Et ils vous proposent un yield qui est variant. C'est-à-dire que là, on vous dit 12 si vous êtes client normal. Excusez-moi, il n'y avait plus l'iPad devant les yeux. On vous dit 12 si vous êtes client normal et 17 si vous êtes client ambassadeur. C'est-à-dire que vous stakez 1000 actes, ça fait à peu près $230. Ce yield-là peut varier. Ils vont vous le dire s'il varie. Ça ne devrait pas varier de beaucoup. Ça dépend en fait des performances du Bitcoin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attention cependant, parce que tu peux te dire, bon bah d'un côté j'ai 6,5, d'un autre côté j'ai 12 ou 17%, autant aller sur le 17%. Le truc c'est que là cette fois, tu rentres mais tu sors dans 2 ans. Les fonds sont bloqués 2 ans. Je sais plus où c'est précisé. C'est pas ici. Excusez-moi. Je connais pas tout par cœur, mais c'est précisé quelque part que c'est 24 mois. Je ne trouve pas l'info. Excusez-moi. Attendez, déposer. Voilà. Ici. L'argent que vous déposez dans le livret Cloud Mining sera bloqué pendant 24 mois dans votre locked wallet. C'est-à-dire que tu déposes des fonds, tu touches un yield. Ce yield, tu l'as tout de suite, tu peux le dépenser tout de suite. Il est journalier. Par contre, les fonds déposés sont bloqués 24 mois. Précision cependant, les fonds déposés sont garantis. C'est-à-dire que même s'il arrivait une catastrophe à Act, les fonds sont déposés dans un compte de cantonnement, un peu comme dans une banque traditionnelle. Ils ne font pas joujou avec cet argent-là. Ok. Donc les fonds sont garantis. Si vous avez d'autres questions, je ne suis pas non plus un expert du compliance, mais vous pouvez leur poser des questions sur leur Twitter, sur leur Discord, par email, etc. Ils ont un superbe service client. D'ailleurs, je me le suis noté, on est sur un service client 6 jours sur 7, de 8h à 19h, je crois, en français et dans d'autres langues, bah, je crois en anglais et en italien. Pour ce qui est des frais de transaction, si jamais vous faites des achats en crypto chez eux, on est sur du un peu moins de 1% classico et du 0,66% si jamais vous êtes ambassadeur aussi. Donc c'est à vous de décider. Voilà. Je vais terminer rapidement parce que j'ai pas envie que ce soit un live téléachat. Le but c'est que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit et voir si ça vous intéresse. Je vous mets cependant le lien. Comment ça se passe? Vous avez une application mobile. Voilà, si on passe par mon lien. Tu mets ton numéro, je pense que tu reçois un SMS avec l'application à télécharger. Une fois téléchargé, comme n'importe quelle néobanque, on va te demander des informations sur toi. Donc on va te demander un nom, un prénom, une pièce d'identité. Ça va être très rapide au niveau de la validation. Si vous avez des problèmes, de toute façon, vous les contactez directement. Mais normalement, c'est vraiment rapide et c'est pas prise de tête chez Act. Donc ça, c'est plutôt bien. Support ultra rapide. Et voilà, vous pouvez déposer vos fonds et les faire travailler. Attention cependant, vous ne pouvez pas retirer vos cryptos, c'est pas encore dispo, ce sera dispo bientôt. Ils n'ont pas fait d'annonce exacte sur la date par rapport à ça. Voilà. Pour les dépôts, on est limité à de l'USDT. Pour les crypto-monnaies qui sont proposées pour le moment, on est sur... je ne l'ai pas noté ici, le nombre d'actifs. Si, 104 actifs supportés, pardon. 104 actifs supportés. Mais là, c'est pareil, c'est des actifs que tu peux acheter, mais que tu ne peux pas encore sortir, ça viendra plus tard. Pourquoi? Ils veulent tout gérer eux-mêmes. Et donc, ils y vont progressivement. Donc là, pour le moment, ils proposent des actifs. Ça ressemble un peu à des produits dérivés. Et le but derrière, c'est de pouvoir vous proposer de les sortir quand vous le souhaitez. Donc, c'est un produit en cours de construction. Made in France. J'aime bien l'équipe. Ils sont sur plusieurs événements. On peut les rencontrer. Ils ne sont pas dans une tour obscure dans je ne sais pas quelle juridiction. Donc voilà. Petite initiative française. Ça me fait plaisir. Si vous écoutez ça sur YouTube, je vous laisse le lien en description. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, bah, je vous laisse vous renseigner directement auprès d'Act parce que j'ai déjà fait monter les achats au niveau des différentes choses que je savais. Si, dernière précision, je vous le laisserai aussi en description. Pour ceux qui s'intéressent aux jetons et la tokenomics, voici un tableau qui répertorie un petit peu la circulation des jetons dans le temps, puisque les jetons se débloquent progressivement. Le supply total n'a pas été encore totalement émis. CoinGecko n'affiche rien. CoinMarketCap, peut-être. On a une offre totale de 100 M. Offre en circulation déclarée, on est à 44 M, donc on est à 45% des jetons qui sont émis. Voilà. Comme à peu près tous les jetons du marché, ça a fondu pendant le bear. Est-ce que ça va continuer de fondre? Je ne sais pas. Est-ce que ça a monté? Je ne sais pas. Ce n'est pas le but. Je n'ai pas l'intention de vous répondre à ces questions. Moi, je voulais vraiment vous présenter le produit. J'espère que ça vous aura plu en tout cas.
On reprend l'analyse en musique. Hop. Alors, j'espère que Act, qui a probablement regardé le live, vous avez aimé la petite présentation, en tout cas. Donc nous, on en était à Ethereum classique, les copains. On va fermer l'iPad. Cool. Vous voyez, je voulais pas faire un live dédié parce que live téléachat dédié, ça peut vous saouler. Rediff YouTube, pareil. Là, le faire en petite incrustation comme ça, je pense que ça passe mieux. Comme ça, on passe un bon moment, vous écoutez. Et puis voilà, vous entendez pas la musique? Je vais la monter un peu. On reprend. Bon, alors, on en était à Ethereum classique. On a fait Avalanche, on a fait Stellar, on a fait Monero, on passe à Cosmos. Alors, on va pas faire tout le top 100, mais on va essayer d'avancer. Cosmos. Quelle est la proposition de valeur de Cosmos? Eh bien, Cosmos, comme Polkadot, l'idée c'était de rentrer dans l'internet des blockchains avec plein de blockchains pour pouvoir proposer un scaling quasiment illimité, à la différence que Cosmos offre beaucoup plus de liberté. Là où un Polkadot, t'es obligé d'acheter plein de jetons Polkadot pour faire partie des enchères, pour te connecter et tout. Là, en l'occurrence, tu tapes dans la boîte à outils de Cosmos, tu peux créer ta propre blockchain, la connecter au reste de l'écosystème Cosmos ou pas. Et si tu la connectes au reste de l'écosystème Cosmos, tu as plusieurs choix. Tu as le choix de faire un transfert de fonds via le protocole IBC, qui est un protocole créé par Cosmos standardisé où tu peux faire transiter d'une blockchain A à une blockchain B des jetons ERC20. Et tu as la possibilité aussi de profiter de ce qu'ils appellent l'Interchain Security, qui est en fait une copie conforme de ce que fait Polkadot, c'est-à-dire de profiter de la sécurité de la blockchain principale Cosmos. Parce qu'en fait, là, vous voyez, on a Cosmos et le jeton Atom. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Cosmos, c'est la première blockchain de l'écosystème Cosmos. Et le Atom, c'est le gas token, c'est-à-dire le jeton que tu utilises pour consommer l'écosystème, en l'occurrence, pour consommer la blockchain Cosmos Hub. Ok? L'idée avec l'Interchain Security, c'est que, en gros, tu peux, en tant que validateur de blocs sur Cosmos ou en tant qu'investisseur sur Cosmos, staker tes jetons Atom et sécuriser plusieurs blockchains et donc récupérer du yield en Atom sur l'inflation et les frais de transaction, mais aussi sur les autres blockchains sécurisées. Donc, imaginons, moi, je crée une blockchain Capet. J'utilise l'Interchain Security. Eh bien, les validateurs de blocs de Cosmos vont sécuriser la chaîne Capet et les gens qui stake du Atom vont toucher du Atom et du jeton Capet. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais ça a aussi ses limites. Ça peut créer des points de centralisation, cartellisation des validateurs, etc. Ça, c'est un long débat. Si je devais parler des défauts d'Atom, il y en a deux. Le premier, c'est qu'en fait, le jeton Atom, il sert à la chaîne principale Cosmos Hub, mais ne sert pas nécessairement aux autres blockchains. Hors Interchain Security. Donc il y a très peu de valeur qui ruisselle vers Atom. Tu vois, par exemple, la BNB Chain de Binance, elle est basée sur le Cosmos SDK. À aucun moment, Binance rapporte de la valeur à Atom. Tout à l'heure, je vous parlais de Polygon. Polygon est basé sur le Cosmos SDK, je crois. Pareil, la valeur de Polygon ne ruisselle pas sur Atom. Pareil pour Tezos qui a implémenté le consensus de Cosmos, Thundermint. Ça s'appelle Thunderbait dans le cas de Tezos. Tezos ne rapporte aucune valeur à Atom. Et ça, je peux le répéter maintes et maintes fois. Donc du coup, quand on s'intéresse vraiment à l'utilité d'Atom, bah là, aucun doute, oui, c'est utile. Par contre, le jeton Atom, j'ai un peu de mal parce qu'il y a trop peu de valeur qui remonte auprès du Atom et il n'y a pas de DeFi sur Atom, dans l'écosystème Atom, il n'y a pas de DeFi. Ils ont raté leur bull run côté DeFi. Il n'y a quasiment pas de NFT. On peut aller sur Stargaze, qui est une marketplace NFT. Stargaze NFT, voilà. C'est une blockchain où tu vas avoir des NFT, mais tu vois, tout le monde s'en tape, quoi. Il n'y a pas de volume, il n'y a rien. Bref, au final, on a une couche technologique qui est superbe sur Atom. On a un protocole IBC pour faire transiter les jetons qui est superbe sur Atom. Mais niveau application, il y a R, il n'y a rien. Et ça, c'est gênant. Ça, c'est très gênant. Donc, utile, oui. La DeFi arrive, mais ça fait 1000 ans que j'entends la DeFi arrive. On croirait que c'est Cardano, frérot. T'inquiète, hein, je te dis pas ça méchamment. Mais tu vois, c'est... Au bout d'un moment, en crypto, faut arrêter de parler au futur, faut agir. Et là, ça bouge pas, quoi.
En plus, il y a toujours des petites guéguerres à la con. Et bref, je devais parler d'un deuxième défaut sur Atom, c'est la cartélisation des validateurs. Il y a seulement 120, je crois, validateurs sur Atom. Et très généralement, sur les blockchains de l'écosystème Atom, on dépasse pas les 100 validateurs. Et tu peux très bien avoir une seule entreprise derrière plusieurs validateurs, ce qui réduit encore plus le nombre de validateurs réels, et donc la décentralisation réelle au niveau de la validation des blocs. Donc tu peux avoir une cartélisation de la validation des blocs, ce qui signifie censure de certaines transactions, ou de la MEV, donc le fait de niquer les utilisateurs pour extraire de la valeur. Je vais vous donner un exemple de MEV. Par exemple, je vous dis, je suis en train de faire un swap de jetons, et ce swap va impacter le prix à la hausse ou à la baisse. Si jamais je suis l'application décentralisée et en même temps je suis les validateurs de blocs, je peux essayer de comploter au niveau des validateurs de sorte à créer des transactions qui sont les miennes avant que quelqu'un achète un jeton et fasse monter son prix et ensuite vendre instantanément après la transaction pour récupérer la différence de prix. C'est-à-dire que je pourrais très bien dire, bon bah voilà, lui il va acheter le jeton Capet, il était à 1000 $ l'unité, après achat il va monter à 1100 $ l'unité, et ben moi je vais l'acheter juste avant, ensuite je vais le laisser acheter, ça va monter à 1100 $, et moi je vais vendre et je vais empocher la différence. C'est ça la MEV, et tu peux te retrouver avec des cas d'usage où tu as des gens qui se retrouvent à payer plus de frais que ce qu'ils devraient, ou plus de slippage que ce qu'ils devraient, et ceux qui sont champions de MEV vont empocher la différence, et ça c'est possible avec la cartélisation des blocs. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est un problème qui existe sur Ethereum, sur Cosmos, sur Solana, c'est un sujet dont tu as connaissance quand tu comprends vraiment comment ça fonctionne de l'intérieur, mais c'est des trucs qui existent au quotidien, hein. Si je fais Dune Analytics, MEV, est-ce que je vais avoir des données? MEV Boost, tu peux avoir... Oula, ça bug là. Toujours peur que mon live il bug. Bon. Dune, il a un peu de mal à charger, donc je vais pas rester, mais... Flashbot MEV Data, est-ce que je vais avoir les données? Bon, je trouve pas, c'est pas grave. T'as des tableaux, si tu grattes sur Internet, où tu peux voir tout l'argent qui a été extrait, justement. Merci, Linfred, pour le lien. Voilà, c'était exactement ce que je cherchais. Voilà, depuis le début, c'est 675 millions de dollars qui ont été générés uniquement par ces techniques en sandwich où on va essayer d'extraire des 100 $ par-ci, des 100 $ par-là, sur Ethereum. Et ça ne fait que s'accumuler. Tu as beaucoup d'anglais. Non, mais t'inquiète, mon ordi tabasse. Voilà. Donc, la MEV, c'est un vrai sujet, hein, et sur toutes les blockchains. Et plus c'est cartélisé, plus c'est grave. Ok, Cosmos, du coup, normalement, on a une analyse sur Coin Academy. Coin Academy, Cosmos. On a l'analyse de Cosmos, mais on a aussi une traduction du white paper, normalement. Coin Academy, Cosmos, white paper. Donc de la V2 qui est jamais sortie d'ailleurs, qui était une proposition de mise à jour complète de comment fonctionne Cosmos et sa tokenomics. Voilà, voilà. Cosmos utile, oui, Cosmos très utile. On reprend CoinMarketCap. Donc OKEx, voilà, blockchain de la crypto, de l'exchange crypto OKEx. Uniswap, alors Uniswap, utile, pas utile, oui. On va parler d'Uniswap et on va parler de SushiSwap. Sushi qui n'est plus dans le top 100, bon bah c'est pas grave. Uniswap, c'était une initiative où l'idée c'était de proposer un swapper. Il y en a eu plein avant ça. La problématique de base, c'est quoi? La problématique, c'est se dire, bon bah voilà, on a créé les crypto-monnaies pour que les gens possèdent leur monnaie, et ces idiots, ils vont balancer leur monnaie dans des plateformes centralisées qui potentiellement peuvent se barrer avec la caisse, perdre les fonds, ou faire joujou avec les fonds, bref, c'est le bordel. Donc, on a envie de proposer des applications décentralisées pour pouvoir faire la même chose que sur les applications centralisées, de sorte à ce que les gens restent en possession de leur monnaie. Et à la base, ces applications, elles n'avaient pas de jetons. Et en fait, il y a des petits malins, SushiSwap, qui sont arrivés, qui ont dit, bon bah voilà, tous les gens qui utilisent SushiSwap, on va vous airdrop un jeton Sushi. À ce moment-là, Uniswap a pris de la panique, parce que, si vous voulez, SushiSwap, c'est une copie d'Uniswap.
Et en créant un jeton, SushiSwap allait déglinguer Uniswap. Donc Uniswap, on fait, bon bah voilà, bah, si SushiSwap, ils font un airdrop aux gens qui utilisent Sushi, et ben nous, Uniswap, on va faire un airdrop à ceux qui utilisent Uni. Et ça a été un airdrop qui a distribué beaucoup d'argent magique. Hein. Encore aujourd'hui, voilà, on a 1 milliard de jetons en circulation, et on a, c'est pas la TVL qui m'intéresse, je suis toujours paumé sur... Je suis désolé, je suis toujours paumé sur CoinMarketCap, vu que j'utilise CoinGecko. Uniswap, il est où là? Uniswap, il est là. D'ailleurs, il n'est pas capitalisé pareil, j'ai l'impression. Bref, on est sur une capitalisation de 3 milliards quand même. C'est énorme hein, pour une application sur Ethereum. C'est une des applications les plus utilisées. D'ailleurs, si vous voulez visualiser les applications en temps réel, vous pouvez aller sur transactionstreet.com, launch, et vous allez pouvoir voir en fait... les transactions en temps réel avec une visualisation en mode South Park, où tu peux voir en fait tous ces petits bonhommes sont des transactions et tous ces petits bus ce sont des blocs. Et donc tu peux voir que ces transactions elles sortent de différents smart contracts. Donc on a l'USDC, le Tether, Uniswap, MakerDAO, etc. 0x Protocol. Et donc on peut voir de temps en temps des petites transactions sortir de la porte Uniswap. Donc c'est quand même une application principale dans l'écosystème Ethereum. Donc est-ce que c'est utile ? Oui, sans aucun doute. Uniswap, utile sans aucun doute. Et on me dit dans le chat SushiSwap par SBF, il y a un monde où potentiellement SushiSwap a été créé par le fondateur de FTX. Pourquoi? Parce qu'on a vu des similarités déjà dans leur façon d'écrire, mais également quand SushiSwap a fait un bad buzz, parce que ce qui s'était passé, c'est que le créateur SushiSwap, il a voulu partir avec la caisse, plus ou moins. Il s'est fait monter en l'air, donc il est revenu un peu la queue entre les jambes. Et ensuite, il a lâché les clés de SushiSwap à plusieurs personnes, et dans l'une de ces plusieurs personnes, il y avait SBF, et il avait fait un petit tweet pour dire « Oh là là, je fais confiance à SBF, il est vraiment bien, vous pouvez faire confiance et tout. » Donc SBF, il était un petit peu partout et nulle part, et ça, il y a très peu de gens qui l'ont vu, mais moi qui aime beaucoup Solana, je l'ai vu. Quand Solana est sorti, ils ont sorti donc Solana, et la première application décentralisée de Solana, c'était Serum, qui est une application qui permet de créer... différents produits de finance décentralisée sur Solana. Eh bien, il faut savoir qu'il y a eu une annonce à l'époque pour dire que SushiSwap allait fonctionner avec Solana. Et au final, ça s'est pas fait. Pourquoi ça s'est pas fait? Bizarre. Et moi, je pense que ça s'est pas fait parce que potentiellement, si c'est pas SBF derrière SushiSwap, c'est peut-être un pote de SBF et ils se connaissent tous. Tu peux repartager le lien avec toutes les transactions en live, bien sûr, frérot. Mais ça, tu vois, si tu suis les formations que j'ai mis en tout début de live, formation Bitcoin Ethereum, je le montre ça, d'ailleurs, cet outil-là. Suivre les transactions. Donc Uniswap, utile, oui. Juste, attendez, excusez-moi, je fais le nettoyage là-dedans, là. CoinGecko, Coin Academy, Uniswap. Pour le moment, ça fait quand même pas mal de crypto-monnaies que moi je juge utiles. Ce sera pas l'avis de tout le monde. Mais il y a quand même pas mal de crypto-monnaies utiles dans ce top 50. On continue. Ensuite, bon, c'est pas organisé pareil, c'est pour ça que je me suis perdu tout à l'heure. Hedera Hgraph. Alors, Hedera Hgraph, c'est une blockchain. C'est même pas une blockchain en fait. C'est un graphe acyclique orienté. Donc, c'est un peu le même principe que la blockchain. C'est juste que c'est pas designé de la même façon qu'une blockchain. C'est tu vas placer des transactions dans des espèces de blocs, sauf que c'est pas un bloc, puis le suivant, puis le suivant. Tu vas avoir des blocs qui vont fonctionner en parallèle. Coin Academy, c'est ce qu'on appelle un DAG en anglais, hein, graphe acyclique orienté. Voilà. Hedera DAG. Alors, on n'a pas d'analyse fondamentale d'Hedera sur Coin Academy, il faudra qu'on en fasse une. Mais voilà, le principe d'un graphe acyclique orienté, c'est que tu lui définis une direction. Et donc, tu vas avoir des blocs qui vont aller dans cette direction en parallèle. Et le but, c'est que ça parte pas dans tous les sens et qu'on soit capable, après coup, de mettre quand même un petit peu d'ordre dans tout ça pour dire, bon, bah voilà, il y a une transaction qui est arrivée à un tel moment, une autre transaction qui est arrivée un petit peu après, pour pas que ce soit le grand bazar. Voilà, et donc Hedera a été une des premières blockchains à proposer ça. La première à mettre en application un graphe acyclique orienté, je crois que c'était IOTA.
Et Hedera est arrivé en mode, nous, on fait encore mieux qu'IOTA, donc on est ultra performant, mais par contre, voilà, on a levé des fonds et on compte pas ouvrir la blockchain. Alors, je vais être transparent avec vous, c'est un des projets que je connais le moins du top 100, dans le sens où, à l'époque, c'était pas open source, je ne sais pas si c'est devenu open source. Est-ce qu'il y a un GitHub? Alors oui, donc déjà, il y a une partie qui est visiblement open source, depuis la critique, je pense. En termes de performance, ils sont au rendez-vous normalement. Ils bossent avec pas mal d'entreprises parce que justement, ils proposent de la performance. Est-ce qu'il y a de la DeFi sur Hedera? Je sais pas. Definiama. Hedera. Il y a 30 M de... Ok, il y a 30 M, dont SaucerSwap qui est index en fait. Hein. Sinon, il n'y a, pas beaucoup de choses. Ouais, j'ai un master en économie, ouais. Et en cryptographie aussi. Voilà, donc est-ce que Hedera a le droit d'exister? Oui, parce que des alternatives à la blockchain sous forme de graphe acyclique orienté, c'est un gros oui. D'ailleurs, je crois qu'Avalanche utilise un graphe acyclique orienté pour sa blockchain. Et donc, ça permet d'avoir des designs différents avec des avantages et des défauts, parce que ça a ses défauts aussi en termes de sécurité et de compréhension. Mais après, je ne connais pas plus que ça Hedera. Et je crois d'ailleurs que Act, que je vous ai présenté tout à l'heure, utilise entre autres Hedera pour faire de la transaction on-chain. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'est prévu, ils en parlent dans le white paper, mais les détails, je ne les connais pas parce que je ne maîtrise pas Hedera. Bref, Filecoin. L'idée, c'est de déporter cette idée de décentralisation pour le stockage de données. Ce n'est pas les premiers à le faire. Un des premiers, si ce n'est le premier à le faire, c'était Siacoin. Mais c'est une crypto-monnaie qui est partie dans le top 200. L'idée, c'est quoi? C'est, ok, tu as des disques durs, tu as des SSD, tu as des serveurs, bref, tu as de quoi stocker de la donnée. Et tu les laisses au placard, tu les laisses dormir. Bah, vas-y, mets à disposition ce stockage et touche de l'argent pour ça. Donc, je vous donne un exemple. Là, on va rentrer sur mon ordinateur. Hop, on peut voir que j'ai un disque C où il me reste un peu d'espace, un disque E où j'ai un peu d'espace. Bah, je peux dire, bah tiens, cet espace, là, pas tout, il est pour Filecoin. Et donc, n'importe qui va pouvoir stocker ces données chiffrées chez moi pour que moi, je ne sois pas en capacité de les lire. Je suis juste en capacité de les stocker. Et on va me payer en jetant Filecoin pour pouvoir le faire. Et je trouve ce concept absolument génial. Alors, il n'a pas été énormément porté dans la crypto. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'en fait, en général, quand les gens veulent stocker des données comme des métadonnées pour des NFT, ils utilisent IPFS en fait. IPFS qui est un protocole. Et ce protocole n'a pas de jetons. Voilà. Tu dois payer, je crois, pour indexer dans certains cas, mais il n'y a pas de jetons. Alors que Filecoin et d'autres concurrents comme... t'as Siacoin, mais t'en as d'autres. J'ai plus les noms des autres concurrents. Bon, bah voilà. Le gas token pour pouvoir utiliser le service, c'est des jetons. Est-ce qu'on a fait une analyse de Filecoin sur Coin Academy? Je suis pas sûr. Peut-être bien, en fait. Peut-être bien que si. Ouais, il y a Arweave, tout à fait. Il y a Storge, exact. Ouais, on a fait une analyse de Filecoin. Je vous laisserai la lire pour les curieux. Voilà, donc tu as des concepts quand même qui dépassent la monnaie dans les cryptos. Il n'y a pas que Bitcoin et Ethereum, tu vois. Tu as le stockage, tu as plein d'usages que tu peux décentraliser. Cross Network, je ne connaissais pas. Savorien, c'est faiblement rémunéré pour l'espace consommé. Bah après, si tu es producteur de disques durs et que toi, ça te coûte rien à produire, tu as intérêt à te brancher à Filecoin, tu vois. Bon, Lido DAO, c'est le jeton de gouvernance de Lido. Lido qui est un produit qui te permet de ne pas avoir besoin de posséder 32 Ethers pour pouvoir devenir un validateur staké et toucher du rendement. Tu peux déposer à partir de quelques miettes d'Ether, je crois, pour toucher le rendement de la validation des blocs sur Ethereum. Donc eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont collecter tes Ethers et dès qu'ils en ont 32, que ce soit les tiens ou ceux des autres, ils vont monter un nœud validateur. Il faut savoir que Lido, c'est pas un seul validateur, c'est un groupement de validateurs. Lido Validator 7, je pense que ça se trouve quelque part. Non, pas ça. Lido Validator Tracker, voilà. Zut, je connais pas tous les liens par cœur et des fois je galère. J'ai plus. Mais voilà. T'as peut-être une image qui le montre. Je trouve pas l'image non plus. Je suis désolé.
Ah, voilà. Ah non, ça c'est directement la portion des différents validateurs sur Ethereum. Donc, on va dire l'équipe de validateurs Lido représente à elle seule 31% de tous les Ethers stakés, mais derrière, tu as plein de monde. Donc, c'est pas aussi centralisé qu'on nous le prétend. Est-ce que Lido est utile? Oui, mais ça crée un nouveau problème de centralisation quand même, qui est critiquable. Et d'ailleurs, ça va ouvrir le débat. Vous voyez, Ethereum, c'est une blockchain dite en proof of stake, en preuve d'enjeu, où tu dois monter un validateur toi-même, nativement, pour valider les blocs, normalement. Avec Lido, du coup, tu as de la preuve d'enjeu déléguée, parce qu'en fait, tu délègues tes jetons pour le faire. Donc, à la base, tout ce qui était EOS, qu'on n'a pas encore vu, Cosmos, Polkadot, Tezos, Avalanche, Solana, c'est que de la preuve d'enjeu déléguée. T'es pas obligé, obligatoirement, d'être nœud validateur pour déléguer tes jetons et toucher du rendement. Ethereum, si. Mais à cause de Lido, bah, Ethereum devient, malgré lui, une blockchain en preuve d'enjeu déléguée, même si c'est pas natif. Érudit inconnu dans le chat qui m'a dit un message que je lis maintenant. Justement non, donc en parlant de Filecoin. Si tu es producteur de disques durs, tu n'as aucun intérêt à faire une chose pareille. C'est plus rentable d'avoir un data center classique. Ok, bah ça s'entend. Du coup, Filecoin, il faut qu'ils revoient leur modèle de rémunération pour que ce soit rentable. Ça, c'est une critique qui est très intéressante. Je me permets du coup, Coin Academy Lido. On a un article de présentation de Lido, mais on a aussi un article Coin Academy Staker Ethereum où on vous présente Lido et des concurrents à lui pour pouvoir justement staker vos Ethers si vous êtes concerné. Ensuite, Chronos, donc c'est la blockchain de crypto.com comme OKEx et c'est là aussi basé sur le Cosmos SDK. C'est compatible à ABC, je crois, mais merci beaucoup, Linfray. Mais voilà, moi, la blockchain Chronos, je la trouve pas très utile personnellement, si ce n'est essayer de faire comme la BNB Chain et comme d'autres, avec aucune TVL dessus. Bitcoin Chain Validator Rating, qui m'a été envoyé par l'infréquentable, on peut voir justement toutes les entités qui valident pour Lido. Voilà, donc Rockix, Blockdaemon, Everstake, Figment, etc. Tous ces noms-là, vous pouvez les Google. C'est des entreprises qui ont leur propre site internet. On connaît par exemple Everstake. Voilà. Everstake numéro 1, crypto service, machin. Numéro 1, je sais pas, mais grosse boîte pour du staking. Boîte ukrainienne, je crois d'ailleurs. Voilà. Donc ce lien, je vous le laisse aussi ici. Liste des validateurs. Comme ça, on a une belle documentation bien complète. Si vous êtes sur YouTube, vous avez tout ça en description, bien sûr, pour ceux qui aiment Dig. Voilà. On est à combien de temps de live? On est à 2 heures. On est à 2 heures et on est top 35. Et bah je crois qu'on va s'arrêter là. Oh non, il y avait Maker, il y avait Quant, machin, c'est vrai. Maker on l'a sur Coin Academy, Quant en a, Mantle en a, Aptos en a, VeChain en a, Arbitrum en a, Near en a, oui, Near en a, Optimism on a, Caspa on n'a pas, c'est en cours, AAV on a, Rocket Pool on n'a pas, sauf dans le machin, The Graph on a, Algorand on a, Whitebit on n'a pas. USDD on n'a pas, mais c'est lié à Tron. Immutabilix on a. Ça on n'a pas, ça on n'a pas. Bref, il y a plein d'articles sur Coin Academy. Je vous laisserai Google tout ça. Moi, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on s'arrête à 35. On s'arrête à MakerDAO et on reprend dans un prochain live. Ok, on reprend dans un prochain live. On reprend dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous laisse vous abonner sur Twitch si vous me suivez sur Twitch, vous abonner sur YouTube si vous me suivez sur YouTube. Je vous laisse une dernière fois mon lien Act pour ceux qui veulent créer un compte et tester. Voilà, c'est mon lien d'affiliation, c'était un live sponsorisé. J'espère que ça ne vous a pas dérangé d'avoir une petite partie publicité. Voilà, ça me permet de faire rentrer un petit peu des sous pour pouvoir accumuler des cryptos, vous connaissez. Et je vous souhaite du coup une excellente journée, une excellente soirée. Laissez un petit like sur YouTube, laissez un petit commentaire si vous avez une critique à faire. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.